島からわずかの距離なんですけれども、沖合に出現した直径およそ乾杯。Bonjour et bienvenue sur le podcast Kanpai, format actualité, émission dans laquelle on vous sélectionne et on vous résume l'actualité japonaise. C'est notre 111e podcast et le 24e au format actualité. Et c'est une émission que j'ai la joie et le plaisir de partager avec toi Gaël. Salut Gaël. Plaisir partagé, salut Charlie. Aujourd'hui, le mois d'octobre, il a été assez riche, au-delà de l'élection de Sanae Takaichi. On va parler de plein de choses, que ce soit sur le tourisme, sur la société japonaise, la politique ou encore la pop culture. On a plus de 20 news à vous détailler et donc on va commencer assez vite. Avant cela, peut-être, merci encore pour les partages que vous faites de plus en plus sur nos posts, nos stories sur les réseaux sociaux par exemple. Donc on est sur X, sur Instagram, Facebook, également sur YouTube et WhatsApp entre autres. Il y a aussi Thread, Blue Sky et tous les autres réseaux qui vont à côté. Donc merci pour ça. Et puis merci pour tous vos achats, des packs soutien ou des livres à l'unité qu'il y a sur notre boutique kanpai.fr. On profite de ce début de podcast pour vous dire que c'est notre seule publicité et tout est fait maison, comme on vous le dit à chaque fois. Et vous ne le retrouverez pas en librairie, donc ça se trouve uniquement sur notre site internet. C'est bientôt Noël. Oui, c'est bientôt Noël. Et puis comme j'ai dû le dire dans un précédent podcast, les packs soutien, vous pourriez en acheter un par exemple, mais après faire plusieurs cadeaux à plusieurs personnes. Ou alors ça fait un très gros cadeau à une personne. Très beau cadeau, ouais. Et bien sans plus tarder Gaël, on commence par notre catégorie dédiée au tourisme au Japon. Alors on va commencer par faire le bilan peut-être de l'Expo universelle. On en a beaucoup parlé, ça fait couler beaucoup d'encre et de son sur Kanpai. Donc cette Expo universelle, elle s'est clôturée le 13 octobre dernier, donc c'est l'heure d'en faire son bilan. Et puisqu'on parle de bilan, parlons finances. Au total, ce serait entre 130 millions et 155 millions de bénéfices qui seraient issus de cet événement. Les chiffres ils restent encore flous parce qu'il y a toujours plein de calculs en cours et de choses qui sont plus ou moins dites au grand public. Donc l'expo elle a duré 6 mois, elle a accueilli plus de 27 millions de visiteurs. Donc c'est un petit peu moins que les chiffres espérés, c'est moins que l'expo de 1970 aussi, moi ça me surprendra toujours, qui avait accueilli au Japon, d'ailleurs ça se déroulait aussi vers Osaka, pas loin de 64 millions de visiteurs. Mais il me semble que ça fait un tout petit peu plus que l'exposition universelle de Dubaï, donc la dernière en date. En termes de visiteurs, les visiteurs étrangers de l'Expo Osaka représentent finalement 6% du total des visiteurs contre les un peu plus de 12% prévus. Donc là aussi c'est un chiffre à la baisse pour le Japon. Il y a eu la moitié des visiteurs étrangers qui sont asiatiques, 22% qui sont européens et enfin un peu moins de 20% qui sont nord-américains. Ce gros bénéfice, en fait il est pas si reluisant que ça, puisque en fait le chantier qui a permis la construction de l'exposition d'Osaka a coûté 10 fois plus cher, quasiment 1,3 milliard d'euros. Les bénéfices, ils viennent très majoritairement des billets qui ont été vendus et ensuite il y a une petite partie, 3 milliards de yens qui proviennent des ventes de marchandises diverses, donc plutôt les produits dérivés liés à la mascotte Miyaku Miyaku. Il faut dire qu'elle donne très envie d'en acheter. Ouais, et oui, on s'est beaucoup moqué Nous à Kanpai, on n'y croyait pas à cette mascotte. Et au final, elle a un peu participé quand même à mettre de l'argent dans les caisses. Alors le gouvernement japonais nous dit qu'il décidera un peu plus tard comment utiliser cet argent. Lors du dernier jour de l'exposition, par contre, on a vu passer sur les réseaux sociaux une danse, je sais pas si tu as vu toi Gaël, hyper qualitative. Je vais essayer de mettre un son juste maintenant. De Miyaku Miyaku justement, qui était entouré du groupe Avant-Garde. Alors moi je connaissais pas du tout ce groupe, mais en tout cas les femmes qui y dansent, elles sont très balèzes, c'est hyper synchronisé et pour le coup la personne qui danse de la mascotte, chapeau à elle. Et en fin de journée il y a eu aussi le spectacle de drones, si vous avez peut-être vu passer ça aussi en vidéo, où on a une représentation de la mascotte dans les airs, donc avec les drones lumineux comme ça se fait beaucoup maintenant, principalement en Asie. J'ai pas eu la chance de voir cette vidéo.
Par contre, j'ai vu les avis Kampai, les avis de lecteurs et lectrices de Kampai, en plus de nos copains et copines sur place. Et c'est vrai que c'est assez mitigé, c'est-à-dire que certains disent non, c'était très cool, une exposition universelle, c'est toujours un événement. Et d'autres disent en fait moi j'ai pas pu voir un seul pavillon ou alors un seul en 6 heures d'attente ou ce genre de choses, donc c'était assez mitigé selon la chance qu'on avait, le monde qu'il y avait sur place à ce moment-là. Je pense que ça joue beaucoup. Ah oui, c'est sûr, et tous en tout cas se plaignent de la difficulté pour la billetterie, pour l'organisation, etc. Ça c'est unanime. C'était un calvaire. Et il y a aussi, si vous n'avez pas visité entre guillemets les bons pavillons, des fois c'est vrai qu'on dit bon c'est l'expo universelle, mais c'est un peu pas vieillot, mais c'est pas hyper futuriste, alors que pour le coup j'ai des amis qui ont fait des trucs, c'était assez incroyable, soit en termes d'architecture ou de choses qui étaient dévoilées là-bas. Donc c'est vrai que on entend un peu de tout sur cette expo universelle. En tout cas, le Japon va construire un complexe hôtelier et casino sur l'île de Yumeshima. Donc ça c'est dans les mois à venir, sachant que ça va aussi coûter beaucoup d'argent, notamment le fait de démonter les pavillons, de démonter une grosse partie du ring, donc ça c'est quand même fort de café, comme on dit, de démonter cette structure en bois qui était la plus grande structure en bois circulaire je crois au monde. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, et pour les personnes qui nous demandaient sur les réseaux sociaux, les paris normalement d'argent sont interdits au Japon. Alors c'est vrai que les jeux d'argent c'est pas forcément autorisé ou de façon très encadrée. Et là en fait vu qu'il s'agit d'un complexe à la base hôtelier et que le casino ce n'est qu'une partie de ces activités là, ça rentre dans les clous de la légalité japonaise. Ouais, encore un petit peu d'hypocrisie, je dirais, pour faire la mauvaise langue, un petit peu comme les chiffres que tu citais tout à l'heure, Charlie, qui sont des bénéfices, mais 10 fois moindres que ce que ça a coûté, donc finalement, pour moi, ce sont des pertes. Oui, on l'a pas tourné comme ça non plus, parce qu'on veut rester un peu positif, mais... Et de la même manière avec les visiteurs, qui comptaient le personnel qui travaillait sur place, et voilà. Donc c'est malheureusement, j'ai l'impression, quand même, un bilan assez mitigé au global. Et puis, comme on le disait pour les chiffres de visite, à une époque où on peut beaucoup plus simplement voyager, au final, il y avait un peu plus de 20 millions d'entrées, alors qu'avant, dans les années 70, ils en ont fait 64 millions. Non, ça n'a pas, en tout cas, fait bouger les foules étrangères. C'est pas ça qui fait qu'il y a plus de touristes au Japon, ou alors très 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 à la marge. Et puisqu'il faut récupérer de l'argent, Charlie, eh bien le gouvernement japonais ne manque pas d'idées et prévoit une hausse de certaines taxes, notamment sur les visas et les arrivées des voyageurs, plus exactement leur départ. Je ne sais pas si tu te souviens, Charlie, de la mise en place de cette taxe de départ, il y a quelques années maintenant, je dirais. Eh bien, tous les voyageurs qui quittent le Japon ont dans leur billet d'avion une petite partie, je crois que ça représente à peu près 10 € de mémoire, qui est reversée au gouvernement japonais pour améliorer les infrastructures touristiques, en tout cas c'est la version officielle. Et d'ailleurs, même les Japonais qui partent du pays, c'est inclus aussi dedans, c'est toutes personnes qui partent du territoire. D'accord. Et bien du coup, ça va augmenter. Voilà, cette taxe-là va augmenter seulement quelques années après sa mise en place. Cette nouvelle en fait est justifiée par les responsables par le fait que les frais actuels sont trop faibles par rapport aux normes internationales. Donc ça c'est un des principaux changements envisagés pour 2026, cette augmentation de la taxe de départ qui a été établie donc en 2019. Et pour rappel, elle était de 1000 yens, donc à peu près 6 € à l'heure actuelle. Et les Japonais se sont comparés du coup aux États-Unis, chez qui elle est de 22 $, c'est-à-dire l'équivalent de 3300 yens. C'est pour ça que le Japon veut augmenter en se comparant du coup aux États-Unis. Et comme tu l'as dit, cette taxe de séjour, elle concerne aussi bien les voyageurs étrangers que les locaux. Mais pour ne pas trop augmenter les frais des Japonais, parce que quand même il faut les protéger, eh bien le gouvernement dit vouloir réduire les frais d'obtention ou de renouvellement des passeports. Donc ça on n'a pas encore de précision, mais peut-être qu'ils vont en bénéficier, et c'est peut-être lié au fait, je crois qu'on en parlait dans un précédent podcast Actu Charlie, que les Japonais voyagent de moins en moins à l'étranger. Voilà. Tu m'as devancé. à cause de leur monnaie très faible notamment. Et à cette augmentation s'ajoute également le GESTA. Donc pour rappel, c'est le système électronique d'autorisation de voyage qui ressemblera du coup à l'ESTA américain qui est déjà actuel. Et ce GESTA donc sera en vigueur dès 2028 pour les étrangers qui sont en provenance de pays exemptés de visa, comme peuvent l'être la France, la Suisse, la Belgique, etc. Et ce GESTA serait de 6 000 yens environ, ce qui fait quand même une quarantaine d'euros. Donc bon, sur l'ensemble d'un voyage, c'est pas non plus significatif, mais on voit malgré tout que y a de l'argent à récupérer, et puis le gouvernement japonais cherche dans un premier temps à taxer les touristes.
Et pour la prochaine information, bien que ça concerne principalement la population japonaise, on l'a mise quand même dans la catégorie tourisme parce que ça pourrait vous intéresser. On en a parlé aussi d'ailleurs dans des posts sur nos réseaux sociaux. Il y a de plus en plus d'attaques d'ours qui ont été constatées au Japon ces derniers temps et notamment cette dernière année 2025 depuis le mois d'avril. Ce n'est rien, Porcinet. C'est ce que j'appelle bondi. Alors on va commencer par exemple par souligner le cas du 5 octobre dernier. À 8h30 du matin, il y a un touriste espagnol qui a été attaqué par surprise par un ours à côté d'une maison très connue, la maison Wasa. C'est l'un des monuments les plus photographiés du village touristique de Shirakawa-go dans la préfecture de Gifu. Donc là c'est dans les Alpes japonaises. Si vous aimez les maisons au toit de chaume, sans doute que vous l'avez déjà vu sans vous en rendre compte sur internet, entre autres si vous n'êtes pas encore allé visiter cet endroit. Et pour info, on a évidemment un article là-dessus sur kanpai.fr. Tout ça pour dire qu'en fait c'était dans un endroit très pratiqué, en tout cas un endroit touristique. Il a été agressé par un jeune ours noir d'Asie qui mesurait à peu près 1 mètre de... On dit au garrot peut-être pour un ours, je sais pas. C'est ce que j'allais mètre. dire, je pense. Imaginez 1 mètre, 1 mètre. et voilà, il met un ours à la 1 place. mètre cube. L'attaque, elle s'est déroulée aux alentours en plus d'un arrêt d'une navette très fréquentée et les autorités locales ont depuis mis des sentiers avec des panneaux, ont même fermé d'autres sentiers de randonnée suite à l'incident et installé quelques pièges à ours. 7 jours plus tard, il y a eu au mois d'octobre un ours d'environ 1m40, donc on monte en gamme Gaël, qui a pénétré carrément dans un supermarché à Numata, à Gunma. Donc là, il est allé au rayon, et c'est pas une blague, un rayon sushi et poisson directement. Alors, petit Winnie, il est temps de prendre une lichette de miel. Et Winnie prend une lichette de miel. Et puis encore une petite lichette. Et une autre petite lichette. Il a fait la fête à ce rayon-là. Il y a 2 hommes qui ont été malheureusement blessés au bras, dont une personne septuagénaire. La police, pareil, est intervenue. On a trouvé quelques photos et vidéos aussi sur les réseaux sociaux à propos de cet événement. Et dernier événement en date par rapport à ce sujet, le 17 octobre dernier, un corps démembré d'un employé de Ryokan a été retrouvé à Iwate, dans le nord-est du Japon, dans les bois, près de son lieu de travail. L'homme, il a été attaqué par un ours la veille alors qu'il nettoyait un onsen. Et en voie de conséquence, les secours ont abattu un animal. On ne sait pas si c'est l'animal qui a été l'agresseur, si je puis me permettre cette expression, Gaël. Mais en tout cas, un animal qui a été proche de cette zone a été tué après l'incident. Et une fun fact pour terminer cette news qui anime tant les médias nippons qu'occidentaux d'ailleurs, parce que je ne sais pas si de ton côté Gaël t'en as entendu parler, mais l'attaque des ours au Japon ça a quand même fait couler pas mal d'encre. Et bien dans ce contexte, il y avait un film sur les attaques d'ours justement qui était prévu, et les producteurs de ce film d'horreur japonais nommé Higuma ont décidé de repousser la sortie du film qui met en scène donc des personnes attaquées par ces animaux. Alors si le comité de production a commencé par adresser ses condoléances à toutes les personnes ayant perdu des proches ou ayant été attaquées, plus tard ils ont déclaré « Nous avons décidé de réajuster le jour de sortie du film afin que vous puissiez profiter du film dans un environnement calme. » Et ce film devait sortir le 21 novembre et la date de sortie n'a pas été ensuite annoncée pour ce film repoussé. Au bilan de cette année, comme je disais en introduction de cette news, eh bien en fait il y a jusqu'à 5 morts et 64 blessés depuis avril 2025 et dans la région autour de Shirakawa-go, on a compté près de 90 observations d'ours. Voilà. Donc c'est pas pour vous faire peur que l'on en parle, c'est parce que c'est l'actualité japonaise et que souvent dans les médias aussi elle est un peu amplifiée. Il y a plein de choses qui expliquent cela, dont le fait que avec le changement climatique, les ours ne trouvent plus les ressources aux mêmes périodes que d'habitude et donc ça les perturbe pour s'alimenter et chasser. C'est pour ça qu'il est allé chercher des sushis au saumon. Oui, exactement, Gaël, il les a bien choisis, ceux-là. Je pense même qu'il a pris les baguettes pour les manger, sans doute. Donc il y a le changement climatique qui rentre en compte. Il y a aussi le fait que, avec de moins en moins de population, comme on ne cesse de le dire ici à Kanpai, et bien en fait, il y a plein de zones qui sont désertées par les humains, donc les ours sont aussi plus à même d'aller plus proche de certains villages où il y a beaucoup moins de fréquentation, beaucoup moins de circulation de voitures, etc. Et puis on va pas oublier que c'est l'homme qui va prédater dans les forêts ou dans les milieux naturels de ces ours-là, et qui va lui enlever de la nourriture de par ses activités. Donc c'est surtout des personnes âgées, souvent qui sont visées, alors pas volontairement, mais parce qu'elles vont à la cueillette aux champignons. Il y a souvent ce cas-là, donc les personnes âgées s'équipent, entre autres de petites clochettes, mais aussi de bombes à ours. Et les petites clochettes, on en a déjà parlé, il me semble, avec Kelly et Marjorie pour Koyasan. C'est des choses que vous pouvez accrocher sur un bâton, sur un sac à dos ou autre, et agiter pour
non pas éloigner les mauvais esprits comme certains font, mais pour éloigner les ours. Alors dans Ghost of Yotei, dont on va parler tout à l'heure, j'ai croisé un PNJ qui avait un ours apprivoisé. Oui. Voilà. Mais dans la vraie vie, voilà, ne jouez pas avec. Comme tu l'as dit, Charlie, c'est pas absolument pas pour vous décourager d'aller dans la campagne japonaise, bien au contraire. Mais quand on fait une randonnée, effectivement, il faut être prudent, et tu l'as dit, les petites clochettes, c'est pas mal du tout. Et si on veut faire des randonnées un peu plus costauds, et tu l'as cité également, une petite bombe anti-ours, ça peut toujours rassurer. Et si vous faites du camping, pas de camping sauvage, les Japonais ont des campings très très bien. Et, c'est vrai. C'est vrai, ça on le dit pas assez. Et pour le coup, c'est beaucoup plus sécurisé. En préparant ce podcast, comme on le fait tous les mois avec Charlie et Anna, eh bien, on a listé pas mal de news qui concernaient des récompenses. Et au bout d'un moment, on s'est aperçu qu'on avait au moins 10 news sur le même sujet. Je sais pas pourquoi. C'est assez exceptionnel ce mois-ci. Ah oui, au mois d'octobre, on a eu plein de news de récompenses, soit du Japon, de ses villes, de ses quartiers. Donc on s'est dit qu'on allait un peu vous rassembler tout ça. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein. Ce ne sont pas des récompenses officielles, mais ça met un petit peu en lumière ce pays qu'on aime tant. Donc là on va faire un petit listing, on l'espère assez rapide pour pas trop vous noyer d'informations. Alors par exemple, Kyoto a été nommée l'une des villes les plus conviviales du monde par Condé Nast. Donc elle s'est hissée dans le top 10, notamment au regard de ses traditions authentiques, la sympathie de ses locaux, je cite, et leur hospitalité, donc on appelle en japonais omotenashi, son atmosphère ou encore son charme, et elle a un score de quasiment 93 sur 100, et on confirme effectivement que c'est une ville très très conviviale. Jimbocho à Tokyo a lui été cité meilleur quartier au monde par Time Out Worldwide, qui chaque année liste ses meilleurs quartiers au monde. Je ne savais pas, Charlie. Petite passion. Et du coup, ce classement, il est réalisé en fonction de la nourriture, de la vie nocturne, de la culture et des communautés qui y vivent. Et cette année, c'est bien Jimbocho, donc au centre de Tokyo, célèbre pour ses livres évidemment, livres d'occasion notamment, qui se décroche cette place de numéro 1 avec le titre de quartier le plus cool. Et ça, vous le savez si vous êtes lecteur ou lectrice de Kanpai, parce que Marjorie et Kelly nous ont réalisé une superbe fiche sur ce quartier Jimbocho à Tokyo il y a seulement quelques semaines. Alors la ville de Tokyo, elle, est citée comme la ville piétonne parmi les plus sûres au monde, c'est précis. C'est le site Compare the Market qui a récemment établi ce classement publié par Forbes et qui liste donc les villes piétonnes les plus sécurisées au monde. Tous les passages piétons même, je crois, de France et de Navarre. Et oui, sachant qu'à Tokyo, il doit y en avoir au moins 100. Au moins. Le plus petit au monde, le plus grand au monde, le plus large au monde. Le plus long. Et sur 90 villes analysées dans le monde, eh bien Tokyo s'est classée 9e ville piétonne la plus sûre, avec un score de 75,29 sur 100, c'est très très précis. Alors en termes de critères, c'est la proportion de personnes qui effectuent leur trajet à pied dans la ville, de préférence dans des zones sans voiture, la sécurité globale des piétons, etc. Et c'est vrai, si vous avez visité Tokyo, vous savez que bien que ce soit la plus grande ville du monde, eh bien il est très agréable de s'y promener à pied. Un peu plus haut au Japon, Nikko est cité comme l'un des 6 meilleurs endroits du monde pour voyager en 2026. Alors ce classement, lui, il a été établi par le réseau de voyage de luxe Ovation Network, diffusé également par Forbes, et c'est un classement qui se concentre sur les lieux qui offrent une expérience authentique et riche culturellement. Pour le coup, on ne peut pas leur donner tort parce que, à Nikko, les montagnes, les forêts de cèdres et de nombreux sanctuaires classés au patrimoine mondial de l'UNESCO offrent un cadre absolument sublime qui lui ont permis de se hisser dans les premières places de ce classement des meilleurs endroits où voyager dans le monde en 2026. Alors parmi les préfectures les plus attirantes du Japon, parmi ces 47 préfectures, le Brain Research Institute, qui lui est basé à Tokyo, établit chaque année un classement des préfectures les plus attirantes de l'archipel. Alors cette année, il y a quand même eu plus de 33 000 personnes qui ont répondu à l'enquête, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va citer, Charlie, le top 5 directement. Alors le top 5, c'est la préfecture de Tokyo, juste à côté en 4e position, celle de Kanagawa, dans laquelle on trouve notamment Kamakura et Hakone, que vous connaissez bien. En 3e place, on a Okinawa, apprécié pour son climat chaud, ses plages paradisiaques, sa culture, sa gastronomie, etc. En 2e place, Kyoto, grâce à ses temples historiques et son hospitalité. Et en première place, Hokkaido, qui est la préfecture la plus attirante, c'est la grande préfecture du Nord. Encore une fois, on va reparler de Ghost of Yotei tout à l'heure. Ça tombe bien qu'on en parle autant du Nord aujourd'hui. C'est ça, célèbre pour ses parcs nationaux, ses pistes de ski et ses villes portuaires
pittoresque. C'est la mieux notée dans cette enquête des préfectures les plus attirantes du Japon depuis quand même 17 années consécutives. Et tout à parier aussi que vu que le Japon a de plus en plus de succès, peut-être que le Japon va aussi faire en sorte d'amener ses visiteurs étrangers ailleurs qu'à Tokyo, Kyoto, Osaka. Donc sans doute que Hokkaido est bien pressenti aussi pour faire figure de nouvelles destinations, peut-être pour les répéteurs par exemple du Japon. Alors moi j'ai jamais eu la chance d'y aller à Hokkaido, mais franchement j'ai très très envie et je pense que dans mon prochain voyage je vais y faire un tour sans faute. En retournant un petit peu vers le nord, on a aussi Yamagata qui a eu un prix décerné par National Geographic. Cette préfecture donc japonaise du Tohoku fait partie des 24 meilleurs lieux à visiter l'année prochaine. Alors elle est située, comme on le disait, au nord de Tokyo, elle est assez méconnue des touristes, et pourtant elle est assez facilement accessible depuis la capitale en train, et elle est très réputée pour sa nature sauvage et ses villages, au charme traditionnel. On citera par exemple le village de Zao pour le coup, qui est un petit peu... qui défraie un petit peu la chronique, je dirais, avec ces animaux pas toujours très bien traités. On a en revanche des sites sacrés plus historiques, par exemple les Dewa Sanzan, les fameuses montagnes, le temple historique de Yamadera, ou encore Ginzan Onsen, le village thermal authentique au milieu de la neige. Et vous pourrez retrouver un certain nombre de fiches articles sur notre site kampai.fr qui vous explique un petit peu ces lieux formidables de Yamagata, une préfecture qui d'ailleurs est aussi connue pour sa gastronomie, notamment son saké et son bœuf wagyu, le Yonezawa, ainsi que des très beaux festivals comme la célébration colorée de la danse d'été Hanagasa Matsuri. Je t'avoue que Charlie, je ne connaissais pas avant, et donc National Geographic a bien fait de citer cette préfecture. On va essayer d'en mettre un petit son maintenant d'ailleurs de cette danse. Alors ça ne nous surprendra pas, mais le Japon est sur la liste des pays les plus sûrs pour voyager en 2026. Il est 9e, j'aurais même dit plus, oui. Je pense. Même les autres années, après ça dépend des enquêtes, mais l'an dernier on en a reparlé et je crois qu'il était mieux classé que ça encore. Ça m'étonne pas, hein, parce que là c'est un classement donc, qui est publié par Berkshire Hathaway Travel Protection, et ces critères donc, pour ce classement des pays les plus sûrs se basent sur les réponses des voyageurs sur les endroits où ils se sont rendus dans les 5 dernières années, et bien entendu leur sentiment de sécurité dans ces destinations, et c'est combiné ça avec des données externes comme l'indice de la paix mondiale, l'indice de sécurité et d'autres facteurs. Bien évidemment, le Japon est un pays très très sûr, et c'est également un pays où l'on mange très bien. C'est pour ça que le Japon est le 3e meilleur pays du monde pour la gastronomie dans le classement du Reader's Choice Award de Condé Nast. Il est 3e après la Thaïlande et l'Italie. Je suis très déçu qu'il n'y ait pas la France, mais je crois qu'elle n'y sera jamais dans ce top 3, alors que bon, c'est quand même ici qu'on mange le mieux. Allez, on va dire qu'elle est 4e, même si on ne le sait pas. Et ces prix sont évidemment remis aux destinations qui ont été les plus plébiscitées par les lecteurs du magazine, dans ces différentes catégories. On va citer par exemple, Condé Nast en tout cas les cite, les sushis, les nouilles soba ou encore les fruits de mer. Et le Japon a sorti son épingle du jeu dans le classement grâce à ses ryokan et leurs plats traditionnels élaborés par des locaux. On a bientôt fini cette liste. Et là, on va continuer un petit peu dans la gastronomie, mais plus nocturne, parce qu'on va citer 3 bars de Tokyo qui figurent parmi les meilleurs du monde. Alors sache, Charlie, qu'il existe un classement des 50 meilleurs bars du monde. En réalité, je pense qu'il existe un classement de tout. De tout. Tout ce qui est classable sera classé. Eh bien, il y a 800 experts qui ont un métier très agréable, je pense, de cette industrie. Experts qui sont venus de différents pays et qui ont des listes coup de cœur de ces 18 derniers mois. Et parmi cette liste, eh bien, 3 bars tokyoïtes ont réussi à s'imposer dans les 50 meilleurs bars du monde. Alors, on va citer le bar Ben Fiddich, qui est 18e, situé à Shinjuku, avec notamment des cocktails qui utilisent des herbes, racines et autres plantes. C'est un tout petit bar de seulement 17 places. Le deuxième bar de la liste est le Virtu, je ne sais pas si je le prononce bien, qui se situe à Otemachi en 45e position et qui est situé au sommet de l'hôtel de luxe Four Seasons à Tokyo, bien sûr, avec son ambiance chaleureuse, sa décoration sophistiquée. Et enfin, le 3e bar tokyoïte du classement est en 48e position, c'est le Bellwood à Shibuya. Et il réinvente, je cite, l'art de boire en déclinant ses cocktails sous la forme de menus kaiseki. Et ce qui est intéressant peut-être de noter, c'est que, là je le rapproche d'un sondage que j'ai lu ce matin auprès de 3000 Japonais qui nous dit que Shibuya a perdu sa place même dans le top 10 des meilleurs quartiers où les Japonais aiment bien aller boire à Tokyo. Ce classement qui est trusté par, dans l'ordre, Shinjuku,
l'endroit autour de Tokyo Station, autour de la gare, Ginza, Shimbashi, et ensuite Ueno et Shibuya n'est qu'à la 12e place. J'ai fini de vous matraquer d'informations sur les classements par le meilleur classement du mois, c'est le Japon, cité comme le meilleur pays du monde, selon le Reader's Choice Award, encore une fois de Condé Nast. Et le Japon, pour la 3e année consécutive, est le meilleur pays, avec un score de 95,36 sur place, avec notamment les villes de Tokyo et Kyoto qui ont également été élues les meilleures grandes villes du monde. Et ça, si ça vous suffit pas à aller au Japon, je sais pas ce qu'il vous faut. J'allais dire, on a quand même choisi le bon pays pour les bons critères. Quoi. Ouais. Toujours dans la catégorie tourisme et peut-être un peu moins sexy que les meilleurs endroits à faire au Japon, on va parler du village de montagne dans la préfecture de Nagano. C'est Hakuba, un lieu connu pour le ski et la randonnée, donc il a une renommée internationale. Et on en parle parce que ce village a comptabilisé 250 000 nuitées de voyageurs étrangers en 2023. Alors c'est le double d'un chiffre plus ancien, mais qui nous sert de référence, donc plus du double que celui de 2015. Et en fait, aujourd'hui, ce qui pose souci ici, c'est qu'il y a un afflux de touristes étrangers et qui comporte son lot de débordements, malheureusement, comme on l'évoque souvent ici dans cette émission. Par exemple, il y a des feux d'artifice qui sont tirés en fin de soirée par des étrangers, il y a des graffitis sur des poteaux, sur des murs, des rassemblements qui vont être bruyants et des voitures sans pneus neige, Gaël, attention, qui sont donc un risque, et c'est vrai, pour la sécurité de toutes et tous. Alors jusqu'à présent, les règles locales, elles interdisaient de jeter des déchets, de boire, de fumer dans les rues et de skier sur la voie publique. Et dès cet hiver, il y a une ordonnance qui va être révisée pour réactualiser notamment pas mal de règles afin qu'il y ait de moins en moins de débordements. Et un comportement indiscipliné pourra donner lieu à une amende allant jusqu'à 50 000 yens, soit 275 €. Alors les responsables locaux, ils sont assez rassurants dans un premier temps, puisqu'ils disent qu'il y aura surtout une campagne d'avertissement dans ce lieu-là, avant de se verbaliser vraiment les personnes qui nuiraient au quotidien des Japonais et des Japonaises qui vivent sur place. Donc allez profiter du superbe domaine skiable japonais, mais respectez les règles, évidemment. Et si vous pouvez les respecter autre part qu'au Japon, c'est bien aussi. Alors à Kampai, on a beaucoup de monde qui part au Japon très régulièrement, évidemment, et bien sûr du monde qui y vit. Mais ça, on n'en avait pas encore entendu parler, les distributeurs automatiques gratuits. Rien que cette année, Marjorie et moi y sommes allés, Gauthier. Là, on a une autre collègue qui part dans quelques semaines seulement. Et on vient de découvrir un article, donc c'est pour ça qu'on voulait vous en parler. Je ne sais pas, peut-être que vous les avez vus, vous, pendant votre voyage, chers lecteurs et lectrices, chers auditeurs et auditrices de Kampai. Les distributeurs automatiques gratuits se démocratiseraient au Japon. Alors, on peut se demander de quoi il s'agit, parce que c'est fou ça. Par nature, un distributeur, il faut mettre de l'argent dedans. Eh bien, ça sert à quoi? Ça sert à obtenir des échantillons gratuits. Par exemple, de protéines en poudre, de produits de beauté. Et comment on les obtient? Pas gratuitement, parce que rien n'est gratuit, comme tu le sais, Charlie. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Eh bien, il suffit, entre guillemets, de remplir un sondage. Alors souvent, c'est en japonais, parfois en anglais. Donc pour remplir ce sondage, il faut se connecter avec un compte Line. Et du coup, en remplissant les informations demandées, eh bien, on pourra obtenir de la part du distributeur des échantillons, par exemple, dans des centres commerciaux à Kanagawa, des échantillons de protéines, ou alors à Kyushu, un distributeur d'échantillons de rasoirs gratuits cet été, qui a apparemment fait un petit peu de buzz. Ou encore une fois, un autre distributeur qui distribuait des échantillons de produits de beauté coréens à Tokyo Solamachi, dans le centre commercial juste en dessous de la Tokyo Skytree. Au total, on compterait environ 300 distributeurs automatiques gratuits sur tout le territoire, et ce concept, considéré comme du marketing 2.0, permet également d'obtenir, outre des datas, les données sur les personnes, du trafic piétonnier vers les centres commerciaux, et obtenir des sondages remplis sans effort, parce que vous êtes autonome dans le remplissage, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui vous demande de répondre à des questions. Alors c'est une société qui est derrière un certain nombre de ces distributeurs automatiques, qu'on appelle Aiko, et qui l'a décrit comme une situation gagnant, gagnant, gagnant. Moi je me souviens il y a très longtemps que notamment par exemple au carrefour de Shibuya ou à d'autres grands carrefours de grandes villes, il y avait des hommes et des femmes en baito qui distribuaient des mouchoirs.
Parce que c'est vrai qu'au Japon, il n'y a pas beaucoup de mouchoirs finalement, qu'on ne se mouche pas en public. Et souvent, au dos des mouchoirs, enfin tout le temps d'ailleurs, il y avait un petit encart de publicité. Ah oui, ok. Voilà. Et parfois même, ils en donnaient pas aux étrangers. Parce qu'on ne savait pas lire le japonais, en fait, si. Mais ils le savaient pas. Donc au lieu de distribuer des flyers, eh bien, ils te distribuaient des mouchoirs. C'est ça. Mais maintenant, je pense que ça a disparu. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Alors, est-ce que Charlie, tu donnerais tes informations personnelles pour des rasoirs? Non, parce que les rasoirs, je vois à peu près ce que c'est et j'ai pas besoin de tester plein de rasoirs. Donc, alors pour de la protéine peut-être? Non plus. Bah, pour des produits de beauté coréens alors? Ah ça, je sais pas. C'est quoi la K-care, non? Le skincare coréen. Ah oui. K-care. K-care. Alors dans notre rubrique société, on va parler d'un petit drama qui a eu lieu ces derniers jours, au moment où on enregistre, qui a eu lieu entre deux gros youtubeurs. Une youtubeuse d'abord du nom de Hanming7, qui est une youtubeuse étrangère, parce qu'elle est blonde, donc elle n'est pas japonaise, mais elle parle très très bien japonais. Et en fait elle a fait une vidéo, cette jeune femme, qui expliquait que le Japon c'était de pire en pire, et pour cela, elle montrait, notamment dans les arrière-quartiers de Shibuya, eh bien, des tags. Et elle disait que c'était de pire en pire maintenant dans son quartier et qu'il y avait de moins en moins de respect. Elle a parlé de ça donc dans une vidéo YouTube sur son compte Instagram et elle montre en fait des rues de Shibuya, alors pas les rues principales hein, bien sûr, mais des arrière-rues entre guillemets remplies de graffitis et de déchets avec des sacs poubelles au sol, des bouteilles, des canettes abandonnées et elle montre que même certaines personnes pourraient cracher par terre, il y a des SDF etc. Et elle affirme que pourtant ce quartier est censé être l'un des plus jolis de Tokyo avant de s'insurger en demandant « Pourquoi le problème des graffitis devient de pire en pire ? Je vois des gens jeter des déchets et cracher, ce n'est pas le Japon que je connais. Ça me rend triste de voir les choses se détériorer de jour en jour. » Et ça, cette vidéo, ça n'a pas du tout plu à un autre très gros YouTuber qui s'appelle Chris Broad, que j'aime bien regarder d'ailleurs depuis pas mal d'années. Sa chaîne c'est Abroad in Japan, c'est un Anglais qui est installé au Japon, et qui lui dit que, je trouve qu'il a un petit peu raison, que c'est assez hypocrite comme vidéo parce que les graffitis, les tags et les poubelles, les canettes, etc. jetées par terre, c'est pas nouveau, c'est pas lié à l'afflux touristique, loin de là, c'est juste qu'au Japon, on aime bien ranger les choses dans des cases, et puis dans les zones très touristiques, très passantes, etc., tout est propre, tout est nettoyé, mais c'est vrai que si vous allez un petit peu plus loin, si vous avez creusé, eh bien vous allez découvrir des lieux qui sont beaucoup moins propres, beaucoup moins bien rangés, où il y a par exemple des SDF, je pense au parc de Ueno, enfin c'est quelque chose qui est connu depuis très 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 longtemps, et c'est pas très très bien, selon Chris Broad, eh bien de surfer un petit peu sur le buzz ou de chercher à faire le buzz à tout prix sur quelque chose qui existe depuis longtemps. Et du coup sur X, donc sur Twitter, il y a pas mal de gens qui ont posté des vidéos ou des photos qu'ils avaient prises il y a de ça 10, 15, 20, 25 ans, montrant que les graffitis, c'est pas nouveau au Japon. Oui. Il y a aussi des graffeurs. Il y a surtout aussi, en ville. Voilà, c'est ça, des gens qui sont pas très propres et des gens qui, quand il n'y a pas de caméra ou la police avec les yeux braqués sur eux, jettent leurs détritus de manière... volontaire, on va dire. Je cherchais le mot, mais oui, c'est ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est vrai que le Japon, il est connu pour être tellement clean, nettoyage des rues, etc. Mais aussi le fait, comme tu disais, de ne pas avoir de SDF, ça fait croire que tout va bien. Comme on voit pas trop de personnes handicapées dans la rue, etc. Il y a plein de choses que l'on voit pas, mais c'est évidemment que ça existe. C'est juste que ce n'est pas montré, et encore moins montré dans les endroits où il faut avoir une certaine image dans les quartiers touristiques. Ouais, donc n'oublions pas que le Japon n'est pas un pays parfait. Et je découvre la prochaine news avec toi Gaël, avec un concept que je ne connaissais pas. Il y a l'émission de variété Wednesday Downtown de TBS qui a diffusé un épisode baptisé Everyone's Theory SP, qui a prouvé la théorie selon laquelle le Japon est classé dernier au monde pour se battre. Alors là, c'est la traduction presque littérale. Donc voilà, je ne connaissais pas ce principe. Et en fait, cette émission, elle a d'abord présenté des catégories dans lesquelles le Japon se classe le mieux. Donc vous ne tomberez pas de votre chaise puisqu'il y a l'espérance de vie moyenne des Japonais et des Japonaises, le QI moyen, le nombre d'hôpitaux kilomètres carrés, le nombre d'entreprises de plus de 100 ans ou encore le fait que ce soit le pays le plus attractif au monde en ce moment.
Et parmi ces catégories, il y a l'émission qui a présenté le pourcentage de personnes prêtes à se battre pour leur pays, et c'est un classement pour lequel le Japon obtient la dernière position. Sur 79 pays étudiés, eh bien, il arrive 79e. La question posée aux personnes interrogées était la suivante: si une guerre éclatait, seriez-vous prêt à vous battre pour votre pays? Eh bien, il y a seulement 13% des personnes qui ont répondu oui, 48%, un peu plus de 48% ont répondu non, et 38% ont répondu je ne sais pas. A l'inverse, le Vietnam arrive en tête avec 93,4% des interrogés qui sont prêts à se battre pour leur pays. Donc je ne sais pas trop ce qu'on peut faire de cette information. Peut-être que aussi que soit le non-dit, soit le fait d'être plutôt pacifiste au final, sauf quand on regarde les dires des gouvernements, etc. Mais la population japonaise n'a plus très envie d'aller guerroyer, comme on pourrait dire. Alors du fait que c'est un pays qui n'a pas effectivement d'armée qui est censée pouvoir faire la guerre, ils ont simplement des forces d'autodéfense. Par nature, c'est vrai que c'est pas une population très belliqueuse. En plus, ils sont assez peu intégrés dans les conflits internationaux, par nature, justement. C'est pas très très surprenant, mais c'est vrai que la news, elle est pas très favorable. Ouais. Après, on ne sait pas, pour l'émission, Wednesday Downtown, on ne sait pas trop leur point de vue à eux. Est-ce que c'est vu de façon lâche de ne pas vouloir se battre pour son pays, ou c'est juste pour montrer que c'est plutôt un pays où on n'y pense pas vraiment, quoi. Alors, je ne sais pas si tu utilises ChatGPT tous les jours, Charlie, ou d'autres modèles d'IA. Il me donne de très bonnes recettes pour mes crêpes. Excellent, tu me les partageras s'il te plaît. Ou alors tu nous les feras goûter, plus simplement. Ouais, parce qu'il n'est pas encore à ma place. OpenAI, qui est donc la société derrière ChatGPT, a sorti sa nouvelle version de son générateur de vidéos par IA qui s'appelle Sora 2, pour le coup. Sora, qui en japonais veut dire le ciel. Je ne sais pas si c'est un nom japonais, mais en tout cas, ça s'appelle Sora. Et face à cette sortie, le gouvernement japonais a fait une déclaration. Est-ce que tu sais pourquoi, Charlie? Non, et j'en ai aucune idée là, comme ça. Eh bien, en fait, le ministre d'État à la stratégie pour la propriété intellectuelle et l'IA, qui s'appelle M. Minoru Kiuchi, a rappelé à la société OpenAI de s'abstenir de toute violation de droits d'auteur. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il y a eu de nombreuses vidéos générées par IA sur les réseaux sociaux qui représentent des personnages issus d'animés et de jeux vidéo japonais, par exemple Pokémon, Mario, ou encore One Piece, donc des licences évidemment très fortes qui participent du soft power japonais et qui sont tellement connues que l'IA les utilise pour créer du coup des vidéos synthétiques, on va dire. Je t'interromps un instant, je crois que Sora 2, j'en ai entendu récemment parler à la radio, puisqu'il y a des nouvelles applications comme TikTok ou autres, où en fait le contenu n'est généré que par de l'IA. Et j'avais entendu dire que Disney, par exemple, et Pokémon s'étaient retirés de ce genre de projet où on ne sait pas trop vers quoi ça va mener. Ouais, puis en l'occurrence, au Japon, ils sont soutenus par les instances officielles, parce que lors d'une conférence de presse au Cabinet Office, le ministre a rappelé que le manga et l'animé sont des trésors irremplaçables dont le Japon est fier devant le monde entier. Alors pour protéger ces licences, le gouvernement compte sur une loi, la loi de promotion de l'IA, qui est entrée en vigueur le 1er septembre dernier, et qui favorise l'innovation, alors ça c'est sur le papier, mais encadre bien sûr les usages abusifs, notamment ceux qui ne respectent pas les droits des créateurs. Donc ce texte n'impose pas encore de sanctions, mais il analyse les abus et propose des contre-mesures pour les éviter. Et de son côté, le PDG d'OpenAI, donc qui est Sam Altman, a lui déclaré dans une publication le 4 octobre que certaines représentations des personnages sous droit pouvaient effectivement échapper au filtre, et j'imagine qu'ils sont en train de travailler à une mise à jour pour éviter ça. Mais en attendant, le gouvernement japonais n'est pas content, et du coup OpenAI a promis d'ajouter des outils de contrôle plus précis sur les ayants droit afin de bloquer ou autoriser certaines utilisations. Mais je crois que tout ça va très très vite déjà pour tous les gouvernements, et encore plus pour le gouvernement japonais. Alors là, il ne s'agit pas d'intelligence artificielle, mais peut-être d'un défaut d'intelligence quand même, je ne sais pas. On va le découvrir ensemble, puisqu'un homme de 46 ans a été condamné au Japon à une amende de 500 000 yens, soit 3 000 € pour avoir divulgué, ou divulgaché, ou alors spoilé, comme vous voudrez, toute
toute l'intrigue du film Godzilla Minus One, donc qui est déjà sorti, on avait déjà parlé ici en podcast. En fait, cet homme, il travaillait pour un site web spécialisé dans les mangas et les films japonais. Il écrivait des articles dans lesquels les lecteurs pouvaient lire de nombreux spoilers. Certains articles expliquent même les films du début à la fin, donc on fait carrément un descriptif du film. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ont ce loisir de soit après coup, soit après avoir vu le film, et bien d'en savoir un peu plus peut-être avec ce genre de médias, ou alors de ne pas avoir eu le temps d'être allé au cinéma et puis de s'intéresser à un film en lisant tout son spoil. Donc si on en revient au cas de cet homme, il dit avoir déjà questionné la légalité de cette ligne éditoriale auprès de ses supérieurs, mais avoir fini par ne plus s'en inquiéter avec le temps, parce qu'en fait, pour lui, c'était son job. Il y a 1 an, il lui a été demandé d'écrire un article sur ce fameux film Godzilla Minus One, et il a dit ne pas avoir vraiment apprécié le film, mais a rédigé un article qui raconte tout le film du début à la fin. Le but était de permettre aux lecteurs et lectrices de s'imaginer les scènes du film. Donc comme je le disais, il y a des gens pour qui c'est un passe-temps quoi, de faire ça quand on n'a pas le temps d'aller le voir ou quand on veut avoir de nouveaux éléments d'explication sur un film. Alors pour écrire son article, il s'est servi de ses souvenirs, de brochures et d'autres documents publics, des articles, etc. Et lui, il sort son article le lendemain de la sortie du film au cinéma, et c'est un succès. Son article, il fonctionne vraiment très bien, et pourtant, 1 an plus tard, la police préfectorale de Miyagi l'arrête et lui annonce qu'il est soupçonné d'avoir enfreint la loi sur les droits d'auteur. Donc là, ça a dû être un coup dur pour lui, sachant que il l'a pas fait qu'une seule fois. Au procès qui s'est déroulé en juin 2025, l'accusé n'a pas cherché à se défendre. Il dit, je cite, « Mes actions ont nui aux efforts des créateurs. J'ai causé des ennuis à l'équipe de production du film et aux fans qui attendaient ce travail avec impatience. » Et lui, donc, il finit par répéter qu'il n'a pas enregistré le film car il savait que c'était illégal, et il dit avoir juste mémorisé avec acharnement, pour le citer, le long métrage pour en retranscrire les moindres détails. Alors nous, on n'a pas lu son descriptif, c'est vrai que peut-être qu'ils le mettent en cause parce que c'est extrêmement détaillé. Même si c'était le cas, pour le coup, c'est un peu gros. En tout cas, c'est une grosse amende. Même si, évidemment, je vous conseillerais jamais d'être spoilé. Mais là, c'est des choses qui arrivent après la sortie au ciné et pour lequel il faut le lire. Donc, c'est pas comme s'il avait fait une vidéo avec des images, etc. Donc là, il faut faire l'effort de lire quelque chose pour être spoilé. Donc, on sait que ça va être le cas. Donc, voilà, on ne sait pas trop quoi penser de ça non plus. Des fois, les sanctions japonaises sont quand même très rudes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, c'est l'éditeur qui aurait été sanctionné, c'est-à-dire l'hébergeur du site, entre guillemets, le gestionnaire du site, et non pas celui qui a rédigé l'article, à ma connaissance. Donc ça montre qu'effectivement, il y a là un delta juridique en fait, entre les deux pays. Et pour le coup, c'est un petit peu dommage pour lui qu'il ait reçu une amende aussi forte, parce que Godzilla Minus One, c'est pas très bon comme film. J'allais dire peut-être que son descriptif est meilleur que le film, on sait pas. Et il aurait peut-être pas pu faire aussi bien avec Shin Godzilla, qui a beaucoup plus de dialogue et qui, à mon sens, est beaucoup plus intéressant. Alors je rattrape un petit peu cette news par mon avis, mais si vous avez un des 2 derniers Godzilla à voir, eh bien, je vous recommande plutôt Shin Godzilla plutôt que Minus One, qui est beaucoup plus intéressant en termes de satire politique. Et c'est sans surprise que l'on ouvre notre partie sur la politique et l'économie japonaise avec un événement qui va forcément impacter l'évolution du paysage politique nippon. Nous allons parler de l'élection de Sanae Takaichi. Takaichi Sanae-kun, 237. Noda Yoshihiko-kun, 149. Donc Sanae Takaichi, c'est une nationaliste radicale de 64 ans. Je pensais pas dire ça un jour pareil dans ma vie, Gaëlle, dans ce podcast. Elle a été élue le 4 octobre dernier. Elle est maintenant chef du parti libéral-démocrate, le PLD, parti pour lequel d'ailleurs elle succède à Shigeru Ishiba, dont on a beaucoup parlé ici, qui a démissionné le 7 septembre dernier. Puis elle a été élue mardi 21 octobre, elle est devenue la première femme à occuper le poste de Premier ministre au Japon, donc c'est un moment historique puisque c'est la première fois qu'une femme gouverne le pays dans l'histoire récente de l'archipel. Et ceci, ça a été possible grâce à une nouvelle coalition du PLD avec le Parti japonais pour l'innovation, que l'on appellera sans doute ici souvent le JIP. En effet, le PLD a rompu avec le parti du Komeito après 26 ans d'alliance et a su retrouver donc une majorité ainsi, donc une majorité très fragile avec le GIP, une majorité fragile qui va faire que chaque
réforme sera discutée plus qu'il n'est envisagé d'habitude quand on a une majorité absolue. Et on en profite donc ici pour vous apporter plus de détails sur cette élection qui a fait couler beaucoup d'encre et aussi pour nuancer un petit peu ce que ça signifie pour le Japon. Oui, c'est intéressant ce que tu dis Charlie, nuancer, parce qu'on pourrait se dire très très belle avancée, et on est les premiers aussi à le valider. Une femme première ministre dans l'histoire du Japon, c'est une très bonne chose. Ce que d'ailleurs Kelly et Marjorie n'ont pas manqué de relever avec Anna dans leur très long article sur les femmes au pouvoir au Japon, bien avant Madame Takaichi. Mais il faut avoir de la nuance vis-à-vis de ça. C'est pas tout n'est pas tout beau tout rose parce qu'une femme est première ministre. Elle a aussi ses casseroles. Et ça, tu vas bien préparer cette news, Charlie, et tu vas nous expliquer un petit peu de ce qu'il en est. Et oui, Gaël, puisque Takaichi, elle annonce une nouvelle ère pour le PLD, avec un gouvernement à la fois de rupture et de continuité, et contrairement à ce que l'on peut penser, son élection ne devrait pas tellement être synonyme d'évolution significative concernant l'égalité des sexes par exemple, ou encore certaines mentalités de société ou des positions adoptées face aux enjeux du pays dont on traite ici de temps en temps en podcast actu. Alors, pour résumer la situation, son positionnement politique, il est ultra conservateur. Ses priorités sont l'économie et la défense. Elle adopte des positions très fermes sur l'immigration, sur les touristes étrangers encore. Par exemple, elle est anti-immigration, anti-LGBTQIA+, également. Et elle prône un maintien d'une ligne très ferme face à la Chine. Et pour la petite anecdote, elle a été batteuse dans un groupe de rock ou métal, je crois, Gaël. Et elle est très très inspirée par Margaret Thatcher, la femme de fer, c'est ça ? Oui, la dame de fer. Alors, est-ce qu'elle fait référence à sa moto? Parce que j'ai vu aussi qu'elle est... Alors, je sais pas si elle était Bosozoku, mais en tout cas, elle faisait de la moto quand elle était jeune. Alors, c'est amusant. Évidemment, tout ressort maintenant. La batterie, la moto. Vous aurez plus d'infos sur l'article d'ailleurs de Marjorie et Kelly à son sujet. Mais c'est vrai qu'elle a une vie pas que politique, on va dire. Alors concernant son gouvernement, Sanae Takaichi a choisi de nommer 2 femmes ministres dans son gouvernement, dont Katayama Satsuki, qui est la première femme ministre des Finances du pays. Alors c'est vrai que au bilan, 2 femmes sur tout le lot de ministres, au final, il n'y a pas vraiment de révolution. Non, ça c'est drôle, parce que c'est vrai qu'elle commençait en disant je vais remettre la femme plus en avant dans la vie politique, et en fait il y a autant de femmes que dans les précédents gouvernements. Et tout à l'heure, je disais que c'était un gouvernement de continuité, et en effet, il y a beaucoup d'autres ministères qui ont été confiés à des fils de grands politiciens. Takeichi a aussi choisi de s'entourer d'anciens rivaux, comme Motegi Toshimitsu, qui était face à elle lors de l'élection du président du PLD et qui devient ministre des Affaires étrangères aujourd'hui. Il y a aussi 4 rivaux en tout à la présidence du parti qui sont maintenant placés dans son gouvernement. Donc on ne va pas vous citer tous les ministres. Et d'ailleurs, je garde la seconde femme ministre pour un peu plus tard pour une info croustillante, Gaël. Vu qu'on ne peut pas parler de tout dans ce podcast actu, vu qu'on a une actualité très diverse, on va faire un petit point quand même sur ce qui se passe en ce moment au Japon, côté immigration, en tout cas la vision des Japonais et des Japonaises par rapport à l'immigration, puisqu'on assiste depuis la fin octobre aux premières manifestations anti-immigration visant le nouveau gouvernement. On voit beaucoup de posts tournés d'ailleurs surtout sur X, on va dire, diffusant de nombreuses fake news, par exemple le nombre de crimes commis par les étrangers au Japon qui explose ces dernières années, la destruction du pays de l'intérieur avec de plus en plus de travailleurs étrangers, etc. etc. Ce qui fait écho à la news, pardon je t'ai coupé Charlie, ce qui fait écho à la news d'il y a quelques instants sur le drama YouTube, sur les tags, etc. Oui, tout ça se retrouve largement amplifié sous prétexte que cette femme a des positions très claires sur l'immigration, et on va voir qu'en fait c'est pas si clair que ça, puisque ces manifestations elles visent les propos du gouvernement justement, qui affirme récemment vouloir renforcer la lutte contre le séjour illégal des étrangers et durcir le contrôle de l'immigration. Donc à ce titre, le gouvernement Ishiba avait déjà fait du travail, puisqu'il y a 3 mois par exemple, il y a un programme intitulé 0% d'étrangers en situation irrégulière qui a été mis en place. Et donc ça anime évidemment la société japonaise, par exemple sur les réseaux sociaux. J'ai vu passer ce matin sur X encore des images de Kimi Onoda, donc c'est une des nouvelles ministres de ce gouvernement de Takeichi. Donc la nouvelle ministre, elle, chargée de la coexistence ordonnée et harmonieuse avec les ressortissants étrangers, rien que ça pour le titre. Et bien sur cette photo, elle est armée d'un katana et ça a pour sous-titre « Kimi va nettoyer le Japon des envahisseurs ». Et je crois même qu'il y a virgule, j'ai hâte, quelque chose comme ça. Je pense que c'est quelque chose généré par IA, parce que on la voit, c'est animé, etc. Mais je suis pas sûr qu'elle est posée avec des katanas comme ça. Ouais, non, je pense que c'est lié, effectivement. Alors là, c'est presque drôle, parce qu'on peut le reconnaître. Par contre, j'ai vu effectivement passer des posts ou des tweets ou voilà, disant le Japon a créé
un ministère anti-immigration. Et ça, pour le coup, c'est un petit peu plus litigieux. C'est pas vrai, évidemment, mais c'est le genre de tweet un peu simple, entre guillemets, et qui nécessite pas de réflexion et qui est très viral, alors que c'est complètement faux. Il y a toujours eu un contrôle de l'immigration au Japon qui était très fort. Il y a toujours eu un souci d'avoir des visas très propres, j'ai envie de dire, presque trop selon certains, mais en tout cas il n'y a pas de ministère anti-immigration au Japon depuis qu'il y a une nationaliste au pouvoir. Les nationalistes, ils étaient nationalistes avant, comme tu l'as dit, c'est un gouvernement continuité. Oui, d'ailleurs, ce que tu évoques, Gaël, c'est tellement faux que justement le ministre de la Justice, Hiroshi Hiraguchi, il rappelle que pour soutenir la croissance de l'économie japonaise face au déclin démographique, la main-d'œuvre étrangère est une nécessité. Donc c'est aussi ce qui ne plaît pas aux anti-immigrations. En fait, ils sont déçus de ces mesures-là. Bien qu'il y ait zéro tolérance sur les situations d'irrégularité de ces étrangers, mais en fait le Japon il a besoin de ces étrangers s'il veut survivre économiquement. Et même, j'ai plus les chiffres en tête, mais le nombre de bébés étrangers donc, qui naissent sur le sol japonais sont de plus en plus nombreux, etc. Dans un pays qui perd quasiment 1 million d'habitants par an du fait du manque de naissances. Et dernière chose que l'on peut traiter ici rapidement, alors l'info elle sera sans doute pas complète puisque au moment où on enregistre, le président américain Donald Trump est au Japon. En amont, il avait réagi déjà à l'élection de Takaichi en disant que c'est une personne hautement respectable, dotée d'une grande sagesse et d'une grande force. C'est une formidable nouvelle pour cet incroyable peuple japonais. Félicitations. Et c'est sans rappeler que Donald Trump était très proche de Shinzo Abe, donc feu Shinzo Abe qui a été assassiné en 2022, et Takaichi était d'ailleurs une des protégées de ce politique japonais très connu. Comme je le disais précédemment, Trump s'est rendu au Japon au moment où on enregistre le podcast et il avait prévu d'aller rendre visite à l'empereur Naruhito le lundi 27 octobre, puis à des chefs d'entreprise et bien évidemment à Takaichi. Alors on peut imaginer que Trump et Takaichi évoqueront ensemble la forme que devront prendre les 550 milliards de dollars d'investissements japonais prévus aux États-Unis, en contrepartie de la baisse de surtaxes douanières imposées au Japon, et ça a été négocié sous le gouvernement Ishiba récemment. Et par exemple, on sait que des camions Ford F-150 sont en projet, l'achat de camions américains. D'ailleurs, il y a une vidéo, je crois, où on voit Donald Trump se féliciter, dire que c'est des super camions, ils sont hyper beaux, qu'elle avait du goût, etc. C'est assez drôle. Et donc, les États-Unis, ils veulent aussi que le Japon cesse d'acheter des produits énergétiques russes et que le Japon importe davantage de produits comme des voitures, du riz, etc. Et pour conclure ce sujet, Gaël, on aimerait souligner que on a fait plusieurs posts sur les réseaux sociaux ces derniers temps concernant l'élection de Takaichi. Eh bien, merci pour vos messages et vos partages, et surtout merci d'avoir été respectueux et respectueuses, puisque c'est vrai qu'il y a eu plusieurs discussions et c'est pas parti en cacahuète. Donc ça, on est très content parce que c'est pas fait pour. Enfin, en tout cas, nous, on voit pas notre média pour ça. Donc, merci encore d'avoir commenté et partagé, et aussi de façon respectueuse. C'est cool. Alors, beaucoup plus important que la première femme première ministre, la pénurie de bière. Non, je plaisante, bien entendu. Mais c'est un homme. Non, je le dis sur le ton de la blague, mais il risque d'y avoir une vraie pénurie de bière japonaise, en tout cas de bière Asahi Super Dry. Alors comme vous le savez, si vous lisez Kampai, Marjorie nous avait rédigé un article sur les bières japonaises, notamment les Lager, donc les bières blondes légères, et il y en a deux très très connues en particulier, Asahi et Kirin. Eh bien, la société Asahi a vu un arrêt de ses usines de production depuis quelques temps, et depuis le mois d'octobre. Et la cause de cet arrêt des usines, c'est une cyberattaque, tout simplement. Une cyberattaque qui paralyse sa production, mais aussi ses expéditions et ses prises de commandes. Donc pour le coup, tout le système informatique est bloqué. Et bien la bière, en voie de conséquence, pourrait ne plus être trouvable dans les supermarchés et les restaurants japonais. Et ça pourrait même impacter d'autres produits de la marque. Donc cette cyberattaque a contraint le groupe Asahi non seulement à bloquer sa production, mais également à reporter le lancement de nouveaux produits comme des sodas ou des barres protéinées. Parce que oui, Asahi, ce n'est pas seulement de la bière, mais aussi plein d'autres produits. Alors d'après une enquête nationale publiée par la banque de données Teikoku en mai 2025, près d'un tiers des sociétés japonaises ont déjà subi une attaque numérique pendant l'année 2024. C'est un phénomène qui se serait aggravé par l'utilisation de processus informatiques obsolètes. Je suis un petit peu surpris en lisant ça, Charlie, parce que quand même le Japon utilise des disquettes, donc c'est un outil très moderne. Et des brouettes de papier, on s'en Voilà. souvient. Et c'est l'envoi par fax. Donc non, on blague un petit peu là-dessus, mais une affaire de 2022 rappelle justement ce constat. Cette affaire, c'était la perte d'une clé USB concernant les données personnelles de 460 000 habitants d'une ville de la préfecture
préfecture de Hyogo. Donc est-ce que le Japon va enfin prendre conscience que ces systèmes informatiques sont obsolètes et qui sont ouverts aux 4 vents et qui peuvent se faire attaquer, pirater? Est-ce que c'est la bière qui va réveiller les Japonais, Charlie? Je ne sais pas. On ne sait pas, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, faites vos réserves d'Asahi ou passez à la Kirin. Mais si vous souhaitez déguster vos plats japonais avec des bières, eh bien profitez-en parce que peut-être qu'on ne pourra plus en boire pendant quelques temps. Alors si je te dis, Charlie, que Zelda et Ghibli rendent heureux, tu ne seras pas surpris. C'est mon cas également, c'est notre cas à tous. Si vous êtes malheureux, jouez à Zelda et regardez un Ghibli. Je n'ai jamais fait un seul Zelda, Gaël. Je te regarde droit dans les yeux. C'est-à-dire que tu es à demi heureux alors, Charlie. Peut-être repassé alors. Beaucoup plus heureux que ça en jouant à Zelda. Et c'est pas nous qui le disons, c'est l'Imperial College of London, donc c'est quand même pas rien. Dans un monde où les ados sont de plus en plus tristes et anxieux, ça c'est pas drôle pour le coup, eh bien certaines œuvres permettent de les rendre plus heureux. Et donc l'étude de cette fameuse université de Londres le montre en citant le jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild sur Switch et les fameux films du studio Ghibli. Donc 2 œuvres de collection d'œuvres japonaises. Alors le but de cette étude, c'était d'examiner comment le jeu en monde ouvert de Zelda et les films de Miyazaki notamment impactent le sens de l'exploration, le calme, la maîtrise de soi, l'habileté, la quête de sens ou encore le bonheur. Donc pour analyser ce phénomène, les chercheurs ont eu recours à une expérience de laboratoire en faisant jouer les participants à des jeux en mode ouvert et des jeux en mode non ouvert et à observer leurs réactions en leur faisant remplir un questionnaire, donc une simple étude scientifique. Et bien les résultats ont montré un impact significatif et positif sur le fait de jouer à un jeu en mode ouvert, alors peut-être pas tous, mais en tout cas cet impact il est significatif sur le bonheur global de la personne. En effet, ça favorise un sentiment d'exploration et de calme dans la vie, ainsi qu'un sentiment de maîtrise et d'habileté, et également le sentiment de nostalgie, sans doute dans le cas de Zelda. Et ce même constat a été observé au sujet des visionnages de films du studio Ghibli. Alors je ne pense pas qu'il fasse référence au tombeau des Lucioles, mais il y en a quand même beaucoup d'autres qui donnent la banane, comme on dit. Et pour le cas de Legend of Zelda, Breath of the Wild et sa suite Tears of the Kingdom, eh bien Charlie, je t'encourage à quitter ce podcast immédiatement et à ne revenir que quand tu auras joué à ces 2 jeux, car vraiment, ce sont 2 jeux exceptionnels. Je crois que je l'ai déjà dit, je le redirai encore dans ce podcast. Et je suis pas du tout surpris qu'une étude très très sérieuse d'une université le prouve, car ce sont des jeux absolument exceptionnels et je l'ai déjà dit. Oui, mais tu peux le redire, vu que tu as l'air de bien aimer le redire, tu peux le redire. Vas-y, encore une fois, Gaël. Exceptionnel. Car ce sont des jeux absolument formidables et j'encourage tout le monde à y jouer pour se sentir mieux. Et si vous voulez vous sentir mieux, ou en tout cas vous faire plaisir à un instant T de votre vie, parce qu'on sait que sur la longue durée, c'est pas terrible, mais on va vous parler de McDonald's qui a fait une collaboration avec la franchise de jeux vidéo Street Fighter. Donc là, il y a 3 burgers qui sont inspirés des personnages de la licence Street Fighter. Il y a donc 3 burgers inspirés des personnages qui sont disponibles et d'ailleurs on voit circuler des vidéos dans lesquelles les personnages de Street Fighter se battent à coups d'ingrédients qui font partie de ces mêmes burgers. Donc on va vous en décrire quelques-uns. Le premier burger, il est à l'effigie du personnage de Ryu. Donc là, c'est un burger. Je pensais pas que je ferais ça un jour dans ma vie, Gaël, d'écrire un burger comme ça. Je sais pas s'il faut que je le fasse vraiment en publicité ou pas. On va le faire sobre. Donc le burger, il est composé de teriyaki à l'œuf mayonnaise et ail rôti avec une sauce signature au soja. C'est marrant parce que souvent, tu sais, sur les burgers, tu vois une affiche qui est absolument merveilleuse et tu l'as en face de toi et c'est répugnant. Alors, peut-être pas répugnant, j'avoue que j'en mange de temps en temps, mais... Il faut quand même avouer qu'au Japon, j'ai fait un certain nombre de McDo quand même dans le monde, pour la science bien sûr. Oui. Et c'est vrai qu'au Japon, c'est le pays vraiment où le burger que tu reçois est le plus proche du visuel. Ok. Ça, on peut pas... Le plus proche, mais pas... Ah, parfois c'est assez... non, j'avoue que c'est... Okay. Voilà. Ça veut pas dire que c'est meilleur. Ah, j'en ai pas mangé encore. Mais c'est vrai que le McDo au Japon, ça ressemble vraiment au visuel. Bon. Eh bien, j'y retournerai à une prochaine collab. Je demanderai à Kampai de me financer un petit tour au McDonald's. Street Fighter. Le deuxième burger, il est dédié au personnage d'Akuma en Occident qui se nomme Gooki dans la version originale japonaise. Akuma wins. Et donc ce burger s'appelle le Gooki Nalds
en référence à McDonald's. Alors son burger à lui, il se compose de poulet frit assaisonné de sauce soja, d'huile de sésame, de gingembre et mayonnaise sucrée. Alors c'est vrai que en description en tout cas, ça fait pas burger, ça fait plutôt plat asiatique et ça me paraît pas mal. Je vais peut-être m'en fabriquer un, Gaël. Ah, écoute, moi c'est plutôt le Ken Street Burger que tu vas citer qui me donne envie. Ouais. Alors le Ken Street Burger justement, c'est un triple cheeseburger qui fait référence à Ken. Donc peut-être que le Ken c'est pour ses cheveux blonds puisqu'il y a plein de tranches de fromage avec sa coupe de cheveux particulière, ou alors est-ce que c'est parce qu'il vient tout simplement des États-Unis et que le triple cheese est un classique là-bas, on ne sait pas. En tout cas ce triple cheese il est aussi le plus cher puisqu'il atteint la somme de 590 yens, tandis que les deux autres sont à 470 yens. Donc ça tombe bien, il y a la chute du yen qui se poursuit, ça nous fait des burgers un petit peu moins chers. Il va falloir que vous nous achetiez quelques bouquins supplémentaires pour qu'on puisse tester ça et vous dire si c'est vraiment bon. On fera une réédition des livres pour dire on a testé les burgers. Et dans ces menus, il y a une boisson énergisante qui les accompagne, c'est hamburger. Elle est aromatisée à la pomme et elle s'appelle McFizz Overflowing Energy. Pourquoi autant de mots pour une boisson, je ne sais pas, Gaël, mais en tout cas, vous avez l'info. Elle se présente dans un gobelet où l'on voit Ryu et Ken qui se lancent des Hadouken. Hadouken! Hadouken! Alors c'est la news un peu niche peut-être qui ne va parler qu'à certains d'entre vous, mais je carjack un petit peu ce podcast. On va parler d'Evangelion. Le 4 octobre, c'était les 30 ans de cette superbe série d'animation qu'on appelle Neon Genesis Evangelion, ou en japonais Shinseiki Evangelion. Le 4 octobre 95 était diffusé le premier épisode de cette série culte. Eva, quelque chose construit par l'homme. Qu'est-ce qu'un homme? Quelque chose construit par Dieu. L'homme est quelque chose construit par l'homme. Les choses que je possède, mon corps et mon âme. Le siège de l'âme. Entry plug. Écrin de l'âme. Qu'est-ce que ceci? Ceci est moi. Qui suis-je? Que suis-je? Que suis-je? Que suis-je? Qui est encore culte aujourd'hui bien entendu et qui fait donc ses 30 ans. Et pour fêter cette date emblématique, le studio Kara, donc qui est à l'origine, c'était le studio Gainax avant, de Hideaki Anno, prévoit plusieurs événements tout au long de l'année, plusieurs collaborations avec différentes marques et jeux vidéo, notamment une exposition Hall of Evangelion qui prendra place au Tokyo City View à partir de novembre 2025 et qui deviendra ensuite itinérante dans tout l'archipel. Et les célébrations se concluront ensuite par l'événement Evangelion 30+ au Yokohama Arena, tout près de Tokyo. Alors dans le cadre de ce mois d'anniversaire, donc plusieurs films de la série animée sont projetés au Japon. Le 10 octobre, on a eu notamment le premier film de la tétralogie de films remake d'Evangelion qui a été diffusé dans plus de 90 cinémas au Japon. Et il a rapporté un petit peu d'argent quand même, 118 millions de yens, soit quasiment 700 000 euros. Et il a attiré encore 70 000 spectateurs en 4 jours en se classant 10e au classement des revenus du box-office japonais. Et c'est la première fois, évidemment, qu'il apparaît dans le top 10 depuis sa sortie en 1997. Donc chaque mois, un film sera projeté pendant une semaine jusqu'à février 2026, un des 4 films, avec seulement une exception pour le mois d'octobre, où 2 films seront projetés. Non, ça je vais pas le dire. Alors comment faire si vous ne connaissez pas cette œuvre culte qu'est Evangelion pour vous lancer dedans? Eh bien tout simplement, je pense que vous pouvez commencer dans l'ordre, comme à l'époque. Il y a seulement 26 épisodes de 20 minutes de la série d'origine, je pense que c'est la base à voir, l'œuvre de Hideaki Anno. Il y a eu 2 films ensuite qui sont sortis, notamment Death and Rebirth, 2 films qui s'intercalent de mémoire entre le 24 et le 25e épisode de la série. Et puis là très récemment, enfin plus récemment, on va dire depuis une dizaine d'années environ, il y a eu une tétralogie, donc 4 films en HD, en très très bonne qualité, qui ont remaké en quelque sorte, mais aussi réinventé, réécrit l'histoire d'Evangelion. C'est une sorte de deuxième lecture de la série. En tout cas, c'est absolument culte. Et on vous encourage absolument, si vous vous intéressez à l'animation japonaise et aux animés tout simplement, eh bien à voir cette série culte et vous comprendrez un petit peu plus voilà, l'univers de fascinant de cette licence. Je trouve ça dingue que le Japon ait réussi à faire perdurer certaines licences, dont surtout celles avec un peu de gigantisme. Je pense à Gundam, Godzilla ou encore Evangelion. Et en fait, c'est toujours d'actualité, même quand vous allez dans les salles d'arcade, etc. Vous avez plein de jeux qui y font référence encore aujourd'hui, alors qu'on aurait pu passer peut-être à autre chose. En fait, elles sont tellement ancrées dans la société que ça ne bouge pas, mais ça ne cesse d'évoluer.
Et désormais, nous allons parler de parcs d'attractions. L'éditeur japonais Shogakukan a publié les résultats d'une enquête qui a recueilli les réponses de 1000 lecteurs du magazine mensuel Ciao. Alors, si vous le cite très précisément, c'est parce que c'est un magazine plutôt orienté pour les jeunes filles d'école primaire. C'est pour ça que tu es abonné, Charlie. Oui, je reçois même la newsletter. L'enquête demandait dans quel parc ces jeunes filles étaient déjà allées. Donc dans les tops, on recense Tokyo Disneyland, suivi de Universal Studios Japan, Sanrio Puroland, il y a aussi Legoland Japan et Adventure World. Donc là, nous on a des fiches sur Kampai sur la plupart de ces parcs, sauf Adventure World, je crois. La seconde question était quant à elle, quel parc d'attractions voulez-vous visiter? Et donc là, les réponses ont été complètement différentes, puisque en tête apparaît le parc Shiikawa. Puis en deuxième position, on a Universal Studios Japan, en troisième Sanrio Puroland, et en quatrième position seulement Tokyo Disneyland et enfin Legoland. Chiikawa Park, il est situé dans le quartier d'Ikebukuro à Tokyo et il est entièrement dédié à Chiikawa. Donc c'est un personnage de manga animé comme je disais, issu de l'univers de Hello Kitty, qui a gagné en popularité assez récemment, puisque c'était dans les années début 2020. Et Tokyo Disneyland, de son côté, lui, il est plutôt en baisse de popularité, je crois qu'on en a déjà parlé en émission, en raison de différents facteurs, dont son augmentation de prix et surtout le fait qu'il y ait de l'absence de nouvelles attractions. Alors d'abord, ce nouveau parc, il bénéficie de l'enthousiasme du public, car en fait c'est une nouveauté. Ça a ouvert fin juillet 2025, et donc 4 jours avant la publication du magazine. Et en plus, en termes de contexte, l'enquête elle a été faite en plein été, où il faisait vraiment très chaud et très humide, et en fait c'est un parc qui est en intérieur et climatisé, donc c'est sans doute aussi des choses qui ont pu orienter ces demandes. Donc attention, on ne peut pas dire que ce soit forcément le nouveau parc à la mode, on va attendre de voir ce que ça donne, mais en tout cas, il préfigure de bien fonctionner, surtout que là il se situe en plein cœur d'un quartier déjà très animé. Donc il n'y a pas besoin de sortir de la ville. Alors, si vous n'avez pas la chance d'aller au Japon en cette fin d'année, début d'année 2025-2026, eh bien vous pourrez vous rattraper en allant à une exposition dédiée à Isao Takahata à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Cette exposition a lieu du 15 octobre jusqu'au 24 janvier 2026. Alors, on rappelle un petit peu qui est Isao Takahata. Décédé en 2018, il est l'un des plus grands maîtres de l'animation japonaise. Et pour cause, on citait tout à l'heure le tombeau des Lucioles, il a cofondé le studio Ghibli en 1985 avec Hayao Miyazaki et le producteur Toshio Suzuki. Et on lui doit notamment le tombeau des Lucioles, Pompoko, Mes voisins les Yamada, ou plus récemment le conte de la princesse Kaguya, sorti en 2013, et qui lui est son ultime chef-d'œuvre, qui avait été nommé dans la catégorie meilleur film d'animation aux Oscars et sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Et cette exposition, donc à la Maison de la Culture du Japon, montre des carnets de dessins lui ayant appartenu, des storyboards, des extraits de films, des interviews vidéo, et on pourra également assister sur place à plusieurs conférences qui seront également organisées en lien avec l'exposition. Par exemple, le 22 novembre, Catherine Kadou, traductrice de films japonais, notamment des films de Takahata et Miyazaki, animera la conférence Takahata, l'autre géant de Ghibli, suivi de la projection de Pompoko. Le 6 décembre, une conférence Penser la nature et l'homme avec Isao Takahata sera donnée par le maître de conférence Kenjiro Muramatsu et maître de conférence à l'université Jean Moulin de Lyon, accompagné du chercheur à l'Institut français de recherche sur le Japon Antoine Bechler. Et enfin le 17 janvier, une dernière conférence consacrée donc au film Le tombeau des Lucioles sera animée par Xavier Kawatopor, historien et spécialiste du cinéma d'animation. C'est une triste nouvelle pour notre partie dédiée à la pop culture, puisque on nous a annoncé il y a quelque temps la fin de Game One. Après 27 ans d'existence, la chaîne Game One va rendre l'antenne. Elle est encore un petit peu dédiée aux jeux vidéo, et ça a démarré dès le 7 septembre 1998. Elle a été lancée par Infogrames et Canal+. Alors perso, c'est vrai que c'est une chaîne que j'ai pas vraiment connue, puisque j'avais pas forcément ces chaînes-là, puis on n'était pas forcément trop télé, mais sur YouTube aujourd'hui je suis des gens qui ont fait partie de ces émissions. Donc d'abord elle a été réservée aux abonnés de Canal Satellite, la chaîne a ensuite rejoint le bouquet de câble puis la DSL dans les années 2000. Elle est connue pour son émission Level 1, dans laquelle Marcus, un des présentateurs, menait une émission dédiée à la présentation du premier niveau d'un jeu vidéo.
donc un peu les prémices peut-être du streaming d'aujourd'hui. Par la suite, il y a eu des animés sur cette chaîne qui ont été diffusés, et puis en 2013 est arrivé G1, permettait de diffuser en simulcast des séries japonaises, donc l'introduction petit à petit aussi de ce pan de la culture japonaise en France. Elle est aujourd'hui possédée par Paramount qui va fusionner avec Skydance, donc la chaîne va bientôt disparaître selon les informations récoltées auprès de BFM Tech & Co. Donc la chaîne elle va arrêter au final de diffuser en fin novembre 2025, donc J1 aussi, ça en fait partie, et ceci dans le cadre d'un plan de restructuration qui concerne la moitié des effectifs du pôle télévisuel. Donc malheureusement c'est un au revoir pour cette chaîne, et on remercie de loin, d'où on est, toutes les personnes qui ont contribué à mettre en place cette émission qui est rare en France, du coup c'est pas quelque chose de commun en tout cas pour de la télévision. Oui, ce qu'on peut citer notamment et qui est pas très très classe, c'est que les animateurs, en tout cas toute l'équipe de production, de réalisation et d'animation de la chaîne a été prévenue en regardant BFM pour le coup, et ça ne leur a pas été annoncé en direct, ils l'ont découvert à la télé. On pense notamment à Marcus, Kayane pour les plus connus, mais aussi bien d'autres, que ce soit des présentateurs ou des techniciens ou des régisseurs ou voilà. Donc ça c'était un petit peu pas très classe de la part des producteurs. Et je crois également, alors je cite de mémoire pour le coup, mais que la chaîne était bénéficiaire, ce qui n'est pas très courant. J'ai en tête, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais 14 millions d'euros de chiffre d'affaires et 2 millions d'euros de bénéfices. Donc tout le monde a été un peu surpris de cette nouvelle, même si c'est vrai que Game One n'était pas forcément ce qu'elle était à ses débuts ou dans les premières années en tout cas, c'est toujours très triste de voir qu'une émission, en tout cas une chaîne même de télé qui promouvait la culture japonaise, la culture populaire auprès d'un public francophone, disparaisse. C'est assez triste, ça a été le cas de No Life il y a quelques temps, maintenant c'est Game One. Bon, c'est vrai que les mœurs évoluent beaucoup. Là, ça paraît un peu injustifié, tu nous dis. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu par les personnes proches de la chaîne. Ouais, alors après, il y a peut-être d'autres choses qui se jouent en coulisses, mais c'est vrai que c'est une restructuration du paysage audiovisuel. J'espère que j'apprendrai pas sur BFM que je dois quitter Kampai. Non, je te rassure. La loose. Et dans la catégorie de ce que l'on a vu, lu ou entendu du Japon, on ne pouvait pas passer à côté avec Gaël. Nous sommes offerts le 2 octobre dernier Ghost of Yotei, un jeu vidéo d'action en monde ouvert. Ça a été développé par Sucker Punch Production et édité par Sony. C'est sorti sur PS5, donc c'est la suite logique, alors pas en termes d'histoire, mais en tout cas c'est la suite de Ghost of Tsushima dont on avait déjà parlé dans ce podcast et qu'on avait vraiment très apprécié. On a parlé aussi plus récemment de Assassin's Creed Shadow, donc on va essayer de pas trop faire de comparatif, même si à un moment donné on est un peu obligé. Alors, en quelques années il y a 3 jeux très importants qui sont sortis avec la thématique du Japon. Donc ici on y suit le Hatsu, donc ça se déroule dans un Japon en 1603, plus de 300 ans après les événements qui ont lieu dans Ghost of Tsushima, qui se situait donc sur l'île de Tsushima où l'île était envahie par les Mongols. Là on change de thématique, on change de lieu, bien que l'on retrouve toujours cette patte artistique, que ce soit... moi j'ai trouvé que c'était quand même encore assez cinégénique, peut-être un peu moins que le premier, mais très beau visuellement. Il y a des inspirations western qui sont très très assumées. Donc voilà, on va vous donner notre avis, en tout cas là c'est plus un avis personnel plutôt qu'une critique de jeux vidéo. Déjà toi, en premier ressenti, qu'est-ce que tu as à dire? T'as combien d'heures de jeu à peu près? Une dizaine d'heures? Ouais, j'ai une dizaine d'heures de jeu, c'est ça, j'avance pas très très vite, contre ma volonté. Oui. Ce que j'ai beaucoup aimé au début du jeu, c'est que ça commence... Alors, j'ai pas autant joué que vous, que toi et d'autres collègues à Assassin's Creed Shadows, donc je serais mal placé pour faire le comparatif. Mais tu m'avais prêté le jeu, j'ai fait les quelques premières heures de Shadows, et j'ai trouvé qu'Assassin's Creed était très verbeux, qu'il allait très, très lentement en fait dans son introduction, alors que Ghost of Yotei, pour le coup, tu démarres peut-être 5 minutes après avoir pris la manette, t'es en train de tuer ton premier assassinat, ça va très très vite, bien que ce soit un peu la même histoire en tout cas d'origine. Oui, dès le début je me suis dit en vrai ils nous ont fait la même chose, et en fait je trouve qu'on arrive là où ils ont été bons pour l'histoire, à savourer petit à petit l'histoire avec, il n'y a pas de twist etc, vraiment en tout cas pour l'instant, mais je les trouve beaucoup plus
elle se déroule beaucoup mieux que même Assassin's Creed Shadow où là c'était vraiment très beau visuellement, mais le reste pour moi c'était pas bon du tout. Bah là en fait tout semble assez naturel. Déjà tu reviens dans le jeu comme tu as dû le ressentir, t'as l'impression d'être chez toi, même si ça fait 5 ans qu'on a fait Tsushima. Tu retrouves tout de suite tes marques. Alors c'est vrai qu'ils ont repris énormément d'éléments comme tu l'as dit, que ce soit visuel ou d'ailleurs dans le gameplay. Oui. Tout ce que tu fais c'est en fait une excroissance, c'est presque un jeu 1.5 en réalité. Exactement. De ce qui a été fait. Je suis un peu moins fan, je pense que c'est peut-être ça que tu voulais dire de l'environnement. Autant je trouve que le jeu est, comme tu l'as dit, très scénique, extrêmement beau. Il y a plein de fois où je m'arrête et je prends une petite photo avec le mode photo. Mais il n'y a pas l'effet du coup de surprise, entre guillemets, de découverte. Oui. Et en plus de ça, je trouve que l'île d'Hokkaido est un peu moins, peut-être... moins resserré, donc tu envisages moins l'ensemble du territoire, je dirais, je sais pas comment l'exprimer, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est plus étendu et donc peut-être un peu moins dense, donc là-dessus j'étais un peu surpris, même si tu t'ennuies pas du tout, il y a toujours des choses à faire, etc. Mais c'est vrai que ça fait un peu excroissance du premier jeu quand même. Oui. Oui, clairement. Après, je trouve que là où ils ont été bons, c'est qu'ils l'ont fait proprement. Il y a toujours la même classe que Tsushima. D'ailleurs, je trouve que l'héroïne, elle a été hyper bien choisie. On voit qu'elle a du caractère, qu'elle a du vécu, qu'elle a tout un background, qu'elle traîne avec elle. Et on peut pas vraiment dire si c'est entre une femme samouraï et plutôt mercenaire ou chasseuse de primes. Donc ça la rend intéressante aussi. L'héroïne, ouais, elle est assez classe et quand elle fait l'affrontement en duel, par exemple en style western, avec les portraits, etc., les zooms sur les yeux, c'est vraiment stylé, je trouve. C'est toujours un plaisir. Et il y en a beaucoup d'ailleurs. Dans le jeu, il y a beaucoup d'affrontements en 1-1, je trouve, notamment parce qu'on chasse des primes. Alors pour le coup, elles sont très simples, je trouve. Il n'y a pas de gameplay vraiment d'affrontement, c'est quand même assez basique. Il n'y a pas trop de patterns différents chez les ennemis, mais c'est quand même très sympa. Moi, je sais qu'il y a une petite prime à faire, je le fais parce que je sais que je vais aller dans un endroit avec un arbre, le cercle de combat, ça c'est cool. Les duels, ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de missions annexes en plus de la trame principale. Ouais, c'est ce qui me prend du temps. C'est ce qui te permet, ouais, soit de sortir effectivement de la linéarité de l'histoire ou justement ou d'aller explorer un petit peu l'île d'Hokkaido pour le coup, Ezo, l'ancienne Ezo. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que le personnage est beaucoup plus dense qu'il n'en a l'air. Alors encore une fois, j'ai pas beaucoup joué à Assassin's Creed Shadows, mais c'était une bête histoire de vengeance entre guillemets, d'après ce que vous nous aviez expliqué. Là, je trouve que le personnage a plus de densité. Tu reviens un peu dans son passé, alors peut-être pas autant que j'aurais voulu, mais en tout cas, c'est pas si basique que ça en a l'air. Au tout début, j'ai vraiment eu peur parce que je me suis dit, bon, en fait, ça fait 3 fois qu'on fait le même jeu, avec AC Shadows aussi, et que c'était juste, ils ont tué mes parents, il faut que je me venge. Et t'apprends un peu plus de à quel point elle veut se venger, etc. Et ça, j'ai trouvé ça plus sympa aussi. Ouais, et puis comme tu l'as dit, elle retrouve des éléments de son passé, que ce soit des personnes, des lieux, etc. Elle revient sur les terres en fait où elle a grandi, parce qu'elle a fui pendant 16 ans cette île avant d'y revenir et d'aller chercher sa vengeance. Maintenant, c'est vrai qu'alors n'étant pas très très avancé dans le jeu, j'espère qu'il y aura autant de rebondissements que dans Tsushima, parce que c'est vrai que Tsushima, il a eu cette capacité à se renouveler au fur et à mesure de l'aventure. Moi, je sais que j'y ai joué, je crois, à environ 30 heures pour le finir, et 45 heures, je crois, je suis allé jusqu'au platine. Mais en l'occurrence, il était assez long et bien rythmé. Et là, autant je m'ennuie pas dans Ghost of Yotei, j'ai envie d'y jouer. À chaque fois que je joue 1 heure, par exemple, je m'ennuie pas, les missions sont intéressantes, je vais aller chercher des choses annexes, etc. Mais pour l'instant, l'histoire, bien qu'intéressante, je trouve, ne se renouvelle pas énormément. Donc j'attends de voir si c'est pas juste une, entre guillemets, dérivation du premier jeu, et s'ils ont vraiment insufflé du sang neuf, ou si c'est juste, j'ai mis un peu plus d'armes, j'ai mis un peu plus de primes, j'ai mis un peu plus de duels, j'ai mis un peu plus... Mais j'attends de voir si l'histoire tient la route aussi. L'histoire principale, c'est vrai que je ne sais pas trop, parce que pour l'instant, je trouve qu'elle n'a pas trop de rebondissements, même si elle est très plaisante. Sur les quêtes annexes, je dirais qu'ils ont fait quelque chose de très simple et de très propre, et que on s'ennuie pas. Et moi, ce que j'aime pas trop maintenant avec les mondes ouverts, en tout cas ça me fatigue, c'est vraiment la quête FedEx, aller trouver un objet, la déposer à mamie, aller voir de nouveau mamie pour lui parler, et bref, on va voir tout le temps les mêmes personnages dans les mêmes paysages, aux mêmes endroits. Là, c'est pas le cas. Après, les paysages dont tu parlais pour Hokkaido,
Je les trouve très sympas, notamment à cheval. Je trouve que le cheval, c'est la première fois où je prends un jeu et que j'aime beaucoup faire du cheval dans ce jeu, j'avoue. Mais après, voilà, on n'a pas trop de surprises non plus. Tout est un peu pareil. Les bâtiments, quand on les visite à l'intérieur, tout est un peu pareil. Les petits camps, etc. Là où j'ai trouvé un gros point fort à ce jeu, c'est en termes de technique. Genre, tu allumes ta console, tu cliques sur le jeu, et tu es directement dans le jeu. Tu n'as pas de menu, donc ça, trop bien. L'ATH aussi tout autour du jeu, elle en est dénuée puisqu'il n'y a pas d'ATH. Faut soit la réinstaller, soit c'est avec le pad sur la carte, l'équipement, etc. Donc c'est-à-dire que vous n'avez rien d'autre à l'écran que le paysage. Vous avez toujours le vent qui vous dirige, d'ailleurs ça c'est toujours très bien fait. Et les retours haptiques, je les ai trouvés trop bien. Et je trouve ça assez rare que ce soit exploité dans un jeu, même si on est en 2025. Et là, je les trouve vraiment très bien. Donc ça, c'est un gros plaisir à chaque fois de jouer avec cette manette. Ouais, c'est un jeu très plaisant. Ouais. Je pense qu'il est très bien calibré à tous égards, comme tu l'as dit, visuellement, dans l'environnement sonore, dans la prise en main. La musique n'est pas tant marquante que ça, mais il y a des petits passages où notamment on va apprendre des morceaux de shamisen que j'aime beaucoup aussi, parce que c'est toujours le moment d'un échange avec un artiste, etc. Donc il y a toujours un peu de blabla sympa. Et le faire du shamisen, c'est assez cool. En plus, le shamisen, il va vous servir. Par exemple, vous jouez telle mélodie, ça va vous amener vers tel type de lieu d'intérêt, etc. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Parce qu'on peut le faire avec la carte, mais aussi avec en jouant de la musique. Donc ça, c'est cool. Bon, les énigmes, elles sont vraiment datées et surdatées, mais c'est pas un jeu qui est dédié à cela. Et moi, j'ai une question. Pourquoi on fait des quêtes où en fait elle fait que gagner de la thune, elle amasse, elle brasse, et même des gens qui sont tout nus, ils arrivent à donner de l'argent à cette femme. Des fois c'est 200, alors du coup c'est la monnaie ancienne, mais ouais, je me dis, et elle quand elle doit donner de l'argent à une personne dans le besoin, elle donne 10, et toi il te donne 450, alors je comprends pas. Ce qui est marrant aussi, c'est je t'attendais pour te tuer. Oui. Donc toi tu peux soit faire le combat ou soit donner de l'argent. Quand il te propose de donner par exemple 400, je dis bah non, je vais te tuer. Ah, moi je les donne l'argent. Ah oui. Pour voir si on était obligé de le tuer ou pas. En fait, on les tue tellement vite que c'est pas rentable de donner de l'argent. Est-ce que c'est pas un peu le symbole du capitalisme, Charlie? Non, mais en tout cas, ce jeu, pour moi, Ghost of Yotei, je dirais que c'est un peu le jeu des chaussons. C'est-à-dire qu'en fait, t'es très confort. Ouais. Je pense que tu peux y jouer 45 jours d'affilée pendant 1 heure et tu vas pas t'ennuyer. C'est vrai. Du coup, il est extrêmement plaisant. C'est un monde ouvert facile. Si vous n'avez pas fait Tsushima, alors évidemment, faites-le, je pense, sur PS5. Et si vous avez fait Tsushima et qu'il vous a plu, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Après, ça réinvente pas la roue, mais c'est tellement bien fait. Voilà, il est vraiment bien fait. On peut TP sur la map de façon instantanée et de façon logique. C'est-à-dire que vous allez dans un village, par exemple, vous savez que vous avez le forgeron, vous pouvez aller voir le forgeron, aller aux offrandes, aller voir le gars des primes, etc. Et de façon instantanée. Le menu est hyper simple. Visuellement, les tenues sont très sympas aussi, même si elles sont pas très utiles par rapport au 1, je les trouve très classe. Donc voilà, il y a plein de belles choses. C'est très propre, on va dire, c'est très maîtrisé. Après là, s'il devait faire un 3, je me dis il faut qu'il change un peu la formule. Faut qu'il renouvelle. Se contenter de ça, à mon avis. Après, ils ont la décence de pas faire comme Ubisoft et d'en sortir un par an. Oui, c'est clair. Déjà ça. Mais je suis d'accord avec toi, s'ils sortent le 3e opus, il faudra se renouveler par contre. Parce que là, ils ont juste dit, ok, on se met à un autre endroit, on met un autre personnage qui va se venger, et on met plus d'armes, plus de missions, etc. Mais ça nécessitera, je pense, un petit peu de rafraîchissement pour la prochaine fois. C'est tellement bien fait qu'on y passe vraiment du bon temps. Et la personnage est assez attachante en plus. Donc, Et donc après vous avoir parlé de jeux vidéo, on va vous parler de séries avec la saison 3 d'Alice in Borderland que j'ai regardé sur Netflix. Et pour le coup, je suis beaucoup moins chaud. Moins chaud que sur Ghost of Yotei. J'avais adoré, je sais pas si tu les as vus, Charlie. Non, j'ai même pas vu un seul épisode. Eh bien en tout cas, je te recommande de regarder pour le coup la saison 1 et 2 qui ont été diffusées il y a quelques années, qui étaient vraiment très intéressants. Mais la saison 3 d'Alice in Borderland, c'est un peu le pétard mouillé. Donc à la fin de la saison 2, Alice et Usagi sortaient du jeu, c'est pas un gros spoiler parce que c'est dans le manga, mais il restait une carte Joker à découvrir, et bien sans surprise, dans cette saison 3, il retourne dans le Borderland pour de nouvelles épreuves. Alors il y a seulement 6 épisodes dans cette 3e saison, mais ils sont assez longs, ils durent 1 heure voire 1h15, et ça commence pourtant très bien avec un premier épisode excellent qui nous met bien en jambes, très bien produit, des effets spéciaux de qualité, un jeu qui est intéressant, ça mélange réflexion, action, etc. Donc on se dit ok, c'est bien
bien parti, on va avoir une super saison comme les 2 premières. Et bien en fait non, dès le deuxième on commence un petit peu à déchanter. D'abord les jeux sont assez pas forcément à la hauteur, je dirais, parce qu'ils reposent presque plus sur le hasard que sur la stratégie, ce qui était pourtant un point très important d'Alice in Borderland, dans lequel Alice, le personnage principal, pouvait justement utiliser sa capacité de réflexion pour avancer. Là, il n'y a pas énormément de progression, il n'y a même plus les cartes à obtenir, on ne sait pas trop où ils en sont dans l'avancée, dans la progression, on va dire, sur ce qu'ils ont à faire dans le jeu, et puis ça traîne en longueur. Enfin, moi je pense notamment à 2 jeux, sans trop spoiler, on va dire les zombies et les bracelets. Ces 2 jeux-là, c'était presque interminable, on avait l'impression... moi j'ai eu l'impression en tout cas que ça durait des heures et des heures, alors que finalement la série elle dure cette saison elle dure 6-7 heures. Et puis le dernier acte, alors ça c'est interminable pour le coup. Beaucoup de choses interminables en seulement 6 épisodes. Ah, c'est ça exactement, j'ai eu l'impression que ça a duré 3 ans. Non, ce dernier épisode il fait 1h15 et franchement il aurait pu tenir en 20 minutes. Je me suis ennuyé comme pas possible, je crois même, j'ose pas le dire, mais que je me suis... j'ai fait une micro-sieste. Non, c'est pas du tout à la hauteur, on sent que c'est pas la même équipe. D'abord, c'est issu d'un manga un petit peu parallèle, et puis on sent que c'est pas la même équipe qui a travaillé sur le scénario, parce que on ressent pas l'intérêt qu'on avait dans les 2 premières saisons, qui nous tenait vraiment en haleine en tant que spectateur. On avait qu'une envie, c'était de voir la suite. Là on a qu'une envie, c'est que ça se termine. Et puis d'ailleurs on retrouve que 2 personnages principaux en réalité, parce que bon, certes beaucoup sont morts, mais il y en avait un certain nombre qui étaient encore vivants, hein, Chishiya, Kuina, Guni, etc. Netflix a lui-même spoilé, en fait on les voit très rapidement à la fin, mais ils participent pas au jeu, et ce qu'il y a c'est que les nouveaux personnages qui les remplacent sont sympas, mais sans plus, et puis les opposants surtout ont beaucoup moins de charisme. Alors il y a bien le personnage de Ryuji, mais sa personnalité est un peu à cheval, et puis franchement encore une fois ça retombe un petit peu comme un soufflet. Donc peu de suspense, un rythme un peu raté, une fin à la Squid Game sans spoiler aussi. Ça fait pas grand chose pour lui, et pour le coup que ce soit à toi Charlie ou à nos auditeurs et auditrices, je vous recommande de regarder Alice in Borderland saison 1, saison 2, mais de vous arrêter là, de pas regarder la saison 3. Oui, parce que tu me disais en off que si on s'arrête à la 2, c'est pas obligé de voir la 3, même en termes d'histoire, je veux dire, on n'est pas tenu en haleine à la fin de la 2 pour une saison 3. Non, il y a un petit cliffhanger, mais ça peut s'arrêter là. Donc on en arrive à notre toboggan de fin de podcast avec l'ensemble de petites choses récurrentes dont on vous parle chaque mois, et on commence bien entendu par le yen. Alors on va pas s'apesantir dessus, on arrive à pas qu'il baisse encore. Et s'il baisse encore. D'ailleurs on n'en a pas parlé pour notre news sur l'élection de Takaichi, on a oublié d'en parler, mais c'est vrai que depuis son élection en tant que Premier ministre, le yen a encore glissé. Là, il est à 178 yens pour 1 euro au moment où on enregistre. C'est un record de 26 ans, hein, donc on n'abuse pas quand on vous dit que c'est historique. Il n'avait jamais été aussi intéressant depuis 1999. Encore une fois, si vous voyagez au Japon en 2026, n'hésitez pas à commander des yens dès maintenant via nos liens sur Kanpai. Vous allez sur Kanpai dans la page « Il change de yens » et en bas, vous avez un comparatif avec nos 3 partenaires testés et approuvés pour commander vos yens à très très bon taux. Sans surprise non plus, le mois de septembre 2025 a été très intéressant en termes d'afflux touristique. Les visiteurs étrangers ont été plus de 3 266 000 à fouler le sol japonais, ce qui est en augmentation de plus de 10% par rapport à l'an dernier, et ce qui conduit encore et toujours le Japon vers son record de 40 millions de voyageurs en 2025, de voyageurs étrangers. Sur les 3 premiers trimestres, de janvier à septembre inclus, il y avait quasiment 32 millions déjà de voyageurs, ce qui est grosso modo les chiffres qu'on avait en 2018-2019, année complète. Ce qui veut dire que oui, on va sans doute atteindre les 40 millions cette année. Alors si vous ne les avez pas écoutés, les podcasts qui ont été diffusés au mois d'octobre ont été les suivants. Alors on avait déjà notre tout premier podcast culture, dédié aux yokai, donc ces étranges créatures du folklore japonais. En destination, nous avons traité avec Marjorie Kelly la destination de Koyasan. Et enfin, on a fait notre récurrent thème voyage sur pourquoi partir en octobre au Japon. Alors pour le mois de novembre, on va retrouver également cette thématique, pourquoi partir en novembre au Japon, où on vous explique tout ce qu'il faut savoir pour partir. Et ça, ce sera diffusé le 5 novembre. Le 19 novembre, on va faire un podcast au moins tous les deux, Gaël, dédié à Miyazaki. Donc ce sera notre deuxième podcast culture. Avec peut-être un petit invité surprise. Qui ne sera pas Miyazaki. Malheureusement non.
Le 26 novembre, on va s'attarder sur la destination de Fukuoka au sud de l'archipel nippon. Et l'actualité japonaise, ça, ce sera pour le 3 décembre prochain. Et donc ça tombe sous le sens, mais le 12 novembre, il n'y aura pas de podcast. Donc c'est normal, c'est notre petite pause. Tous les 3 mois, on fait une semaine de pause. En termes d'articles publiés ce mois-ci, on a démarré le mois d'octobre avec Tsukimi, cette belle contemplation de la lune d'automne qui a lieu généralement entre mi-septembre et début octobre. On vous explique comment contempler cette belle lune, notamment depuis Tokyo, avec des belles photos de Marjorie et Kelly. Ensuite, on est resté à Tokyo pour vous présenter la boutique Harry Potter de Harajuku. Alors il y en a plusieurs au Japon, mais celle-ci est un peu particulière. Elle a ouvert il y a seulement quelques semaines. Ensuite, mi-octobre, on vous a présenté Tai-Iku no Hi, le jour férié d'ailleurs, de la santé et du sport au Japon. Et c'était l'occasion pour Marjorie et Kelly de vous présenter un petit peu la place du sport au Japon, notamment chez les plus jeunes. Ensuite, on est allé du côté de Kyoto vous présenter le dernier TeamLab, la version BioVortex. Le nom m'a toujours fait rigoler. C'est vrai que ça donne pas, ça inspire pas tellement. Mais après, on le voit mieux en vidéo, on comprend l'idée du vortex, mais d'ailleurs une vidéo qu'on a postée sur les réseaux sociaux également, qu'on a filmée sur place, mais c'est vrai que BioVortex, on aurait pu pour ça autre chose. Mais toi qui es artiste, Charlie, tu sais que les termes ne représentent pas forcément toujours ce que l'on voit au premier coup d'œil. En tout cas, ça c'est réussi. En tout cas, si vous avez TeamLab, vous pouvez maintenant en profiter à Kyoto et on vous a présenté de belles photos. Et Charlie vous a fait un montage assez intéressant justement de la vidéo qu'on a faite sur place. Ensuite, on reparle évidemment de ce très long article écrit à 6 mains, j'ai envie de dire. Anna, Marjorie, Kelly ont toutes les 3 passé beaucoup de temps à vous présenter en éclair ce très long article sur les femmes au pouvoir au Japon, en revenant il y a 2000 ans environ. On n'a pas poussé le bouchon jusqu'à aller à Amaterasu, mais quand même, vous verrez qu'il n'y a pas eu... que les femmes ont eu du pouvoir bien avant Sanae Takaichi en tout cas. Et ça d'ailleurs, on en fera un sujet de podcast culture, sans doute pour l'année 2026. Pour la journée de la femme peut-être, si on veut rester thématique, mais en tout cas c'est sûr que ça va nous occuper quelques temps pour un podcast. Et pour nos 2 derniers articles du mois d'octobre, on vous a présenté le quartier de Jimbocho, dont on vous a parlé tout à l'heure, le quartier des bouquinistes de Tokyo, ainsi que le village de Hitanosato à Takayama, dans les Alpes japonaises, un village traditionnel, qui est assez intéressant à visiter, avec comme toujours de nombreuses photos faites maison. Et vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais c'est vrai que depuis quelques semaines, alors je sais pas, on va dire 2-3 semaines, on essaie d'être plus présent sur les réseaux sociaux et de façon un peu... alors ça révolutionne rien, mais en tout cas de vous faire plus de propositions, qu'il y ait du contenu plus interactif aussi et plus pédagogique. Par exemple là sur les podcasts culture, on va poster une fois par semaine entre chaque podcast culture, afin de faire un petit résumé d'une partie du podcast en question. Comme ça vous permet de l'avoir et en post, et puis d'y revenir si vous n'avez pas eu le temps encore de cliquer sur le podcast pour l'audio. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours. Vous avez pas mal participé aussi, tout ce qui est quiz, tout ce qui est interactif, donc ça fonctionne assez bien, on est content. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours. Merci pour vos messages privés qu'on lit et qu'on se partage. On n'y répond pas forcément tout le temps, même si en ce moment on a plus de temps aussi pour ça, on s'est dégagé un petit peu plus de temps pour répondre à ces messages. Donc j'espère que ça le fait pour vous, parce que ça le fait pour nous. Ouais, j'en profite pour te remercier Charlie, parce que c'est toi qui consacres ton temps et tes compétences justement à ça. Campagne n'a jamais été très très fort sur les réseaux sociaux, et là grâce à toi on a un peu plus de visibilité, on a des beaux carousels, on a des vidéos, on a une approche quand même qui rend hommage au travail de notre équipe, donc vous tous, avec Marjo, Kelly, Anna et toi-même. Donc grâce à ton temps et tes réalisations, eh bien on est un petit peu plus visible sur les réseaux, et on vous encourage en tout cas, si vous aimez notre contenu, eh bien à le liker, partager, commenter, parce que c'est ça qui fait évidemment vivre nos pages de réseaux sociaux. Oui, ça a bien fonctionné, et même nous on le voit plus sur nos fils d'actualité, personnel en tout cas. Campagne commence à apparaître un peu plus aussi, parce qu'il y a eu beaucoup plus d'interactions grâce à vous, donc n'hésitez pas à liker ou commenter, partager, etc. Et comme chaque mois, on va remercier nommément les personnes qui nous ont commandé des packs soutien. Alors pour rappel, le pack soutien, c'est la collection de tous les livres et e-books de Campai, donc 5 livres de voyage au Japon,
partir au Japon, les visites sur place, les itinéraires et budgets. Tome 4 sur Tokyo, tome 5 sur Kyoto, donc là vous avez largement de quoi lire, plus de 1000 pages, et ce pack soutien contient également nos e-books d'apprentissage du japonais, donc pour apprendre les kanas, pour le guide de conversation, et on remercie donc ce mois-ci Rosaria, Jean-Charles, Jean-Jacques, Virginie et Luc qui ont chacun déboursé cette somme assez importante, 100 € pour recevoir l'ensemble de nos livres et e-books. Merci beaucoup à vous 5, merci à tous les autres et toutes les autres acheteurs et acheteuses de nos livres, que ce soit des livres individuels ou des livres en pack. Tous les jours on vous envoie des livres, des individuels, des packs de 2, de 3, de 4. Au Canada, en Suisse, en Belgique. Ouais, c'est vrai, partout dans le monde francophone, donc merci énormément à vous qui nous commandez des livres pour avoir des guides de voyage Kanpai chez vous, et merci également à ceux qui ne le peuvent pas mais nous mettent un petit 5 étoiles sur les plateformes. Oui. Voilà, si vous n'avez pas le budget, écoutez, on le dit chaque mois mais c'est hyper important, 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, un petit commentaire sur Spotify, on les lit, on y répond quand on peut, comme disait Charlie, mais on vous remercie beaucoup parce que vos notes permettent de rendre notre podcast plus visible. Notre podcast est de plus en plus visible, donc ça c'est une super nouvelle, ça veut dire qu'on ne travaille pas pour rien, mais c'est uniquement grâce à vos notes et vos écoutes, donc continuez comme ça, et merci beaucoup à celles et ceux qui prennent quelques secondes pour le faire. Et bien après ces nombreuses minutes qui se sont écoulées avec plaisir, Gaël, nous allons clôturer notre podcast actualité du mois d'octobre 2025, et je te rejoindrai dans le futur pour le mois de novembre 2025. Donc. J'ai hâte d'entendre tes nouvelles envolées lyriques. Où celle-ci a été annotée. Et on va sans doute en connaître davantage sur la suite à donner à ce gouvernement Takaichi, puisque c'est vrai que quand c'était le tour de Ishiba, on avait plein de choses à dire à chaque fois. Donc je pense que là, nous allons être nourris. Je pense qu'on va être servi encore, oui. À bientôt Gaël, merci encore. Merci Charlie, à bientôt tout le monde. Retrouvez plus d'actualités Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.